Bonjour Rémi, bienvenue pour ce quatrième podcast des investisseurs heureux. Donc je fais une très courte intro cette fois-ci et je m'arrête là. Et donc, merci à Rémi de s'être proposé pour participer à ce quatrième podcast et nous attaquons immédiatement. Rémi, bonjour et Bonjour. parle-nous de toi, d'où tu viens, éventuellement ton enfance, ton adolescence et toute la partie avant ta vie professionnelle. Je m'appelle Rémi, je suis né à Bordeaux. Mes parents, ma mère était institutrice et mon père est chef d'entreprise. Et je suis devenu ingénieur en informatique. Qu'est-ce que je peux dire sur mon enfance? Et t'as été ingénieur informatique à quel âge? À 23 ans. Alors, j'ai sauté une classe, donc 22, 23, je sais plus, enfin l'âge normal, moins un an, quoi. Ok, et en quelle année? 2010, du coup. Ok, d'accord. Donc c'est après les débuts d'Internet quand même. Voilà, Internet, c'est pas Oui, oui, bien oui, tout installé. à fait. Ouais. Alors moi, j'ai grandi là-dedans. Enfin, j'ai toujours été passionné d'informatique. J'avais 7 ou 8 ans. J'ai décidé que je voulais faire de l'informatique. En fait, depuis que je suis petit, moi, je suis passionné par un truc, c'est comprendre comment les choses fonctionnent. Ma mère m'a raconté que à 3-4 ans, je lui avais dit, maman, il faudrait m'ouvrir pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Moi, j'ai pas le souvenir de cette phrase, mais je suis pas étonné parce que c'est typiquement le genre de truc que je continue à penser aujourd'hui. Et donc avec cette motivation, depuis que je suis tout petit, je peux pas l'expliquer, mais de vraiment tout démonter. Je démontais mes stylos en classe, je démontais enfin absolument tout. Bon, au début tu démontes, puis tu sais pas trop remonter, puis avec le temps tu commences à apprendre. Et puis rapidement j'ai été attiré par l'informatique, qui est un des domaines techniques où ce genre de passion ou de motivation s'exerce le mieux. Donc moi, dès que j'étais petit, j'ai voulu travailler dans l'informatique. Et puis, bah, je m'étais fixé, voilà, que vu que j'étais bon en classe, etc., très rapidement, je me suis dit, bon, bah, je vais devenir ingénieur, comme ça, j'aurai un diplôme qui sera reconnu. Je pense que dès l'âge de 12 ans, je m'attendais pas spécialement à apprendre grand-chose à l'école, mais au moins, en France, ça te donne le diplôme qui te permet ensuite d'être embauché aux bons endroits, puisqu'on est quand même une société qui est assez hiérarchisée là-dessus. Donc, si t'as pas le bon diplôme, tu peux quand même être embêté par la suite. Ouais. Et alors, du coup, dans l'informatique, après, pour préserver ton anonymat, tu peux ne pas répondre ou pas quand je te pose des questions. T'es Mhm. plutôt la partie réseau, la partie développement, la partie. Et puis, quelle école t'as fait? Est-ce que t'as fait une prépa, une grande école? Comment t'as su quelle Alors, école il fallait faire? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont ouais. dit? Ouais. Alors, pour l'école, moi j'ai un père qui est ingénieur, mais qui l'était pas avant. Il est devenu en faisant les cours du soir. Une partie de son histoire personnelle, c'est que bah, quand il est devenu, son employeur d'alors, parce qu'il était technicien, lui a pas reconnu le diplôme et donc il s'est barré, il a créé sa boîte. Euh, donc j'avais des parents qui baignaient un peu dans le milieu, mais pas énormément. Donc j'ai vaguement le souvenir qu'ils avaient acheté un truc du genre magazine l'étudiant, un truc comme ça avec des classements. Et bon, le classement ça vaut ce que ça vaut, mais bon de toute façon il faut choisir. Et puis quitte à se donner un objectif, autant en prendre un ambitieux. Moi je voulais faire de l'informatique, donc j'allais pas aller à Polytechnique et tout le tralala. J'avais des camarades très bons à l'école dont les parents, je pense, le jour de la naissance avaient décidé qu'ils feraient Polytechnique. Moi j'en voyais pas. Enfin, moi, je voulais faire de l'informatique. Ça m'intéresse pas d'aller faire autre chose. Donc, ben, en gros, j'ai attrapé le classement de l'étudiant, je ne sais quoi, avec mes parents, puis on a pris la première école de la liste, qui se trouvait être une école à Grenoble. Et donc, à 12 ans, j'avais décidé que j'irais là-bas. Comment on y va? Bah, tu peux te poser la question parce que tu y rentres effectivement par concours en sortant d'une prépa. Mais moi, j'essaie d'optimiser dès le début, c'était dans ma mentalité, d'optimiser pour y aller en fournissant l'effort strictement nécessaire, hein, parce que le vrai ingénieur, il fait le travail strictement nécessaire qui lui permet d'atteindre l'objectif fixé. Et donc, je suis rentré par une voie légèrement détournée, qui est la voie de la prépa intégrée au contrôle continu. Tout simplement parce que le nombre d'élèves qu'il y avait dans cette prépa intégrée que proposait l'école par rapport au nombre de places faisait que c'était plus facile à avoir par cette voie-là, et que je voulais pas prendre le risque du concours parce que bon, c'est jamais t'es malade le jour du concours, tu joues toute ta vie sur une épreuve de 4 heures, quoi. C'est un peu dommage. Le contrôle continu te donne quand même un peu plus de sérénité là-dessus. Bon, alors j'ai quand même travaillé comme un malade, mais en gros, si sur les 2 ans de prépa, tu avais une moyenne générale de l'ordre de 13, ça passait tranquille, quoi. Bon, bah, j'avais 13, quelque chose parce que je n'ai pas cherché à aller plus haut, ça n'avait pas d'intérêt particulier, et je l'ai obtenu sans difficulté. Euh,
L'école d'ingé, ça a été difficile pour moi parce que moi, j'étais passionné d'informatique, je connaissais déjà pas mal de trucs et je me suis retrouvé avec 200 élèves dont 190 avaient jamais écrit une ligne de code de leur vie, étaient juste bons en maths et elles l'avaient choisi parce que ils ont pas émis au concours et que ça là était bien classé. Donc la première année, ça a piqué un peu parce qu'on a fait beaucoup de maths. Moi, les maths, j'ai toujours été très bon, mais j'ai toujours détesté ça. Et puis, j'étais pas là pour ça. Donc, il y a eu une première étape de confrontation à la vie réelle, que j'avais cette passion depuis longtemps, de l'informatique, je programmais chez moi, etc. Et puis, tu arrives en école d'ingénieur en informatique, c'est-à-dire l'endroit où on va te donner la consécration professionnelle pour pouvoir exercer ton métier. Et puis, tu te rends compte que les cours qu'on donne, en fait, ça a strictement rien à voir avec ce que tu t'imaginais. Et là, grosse remise en question. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris ou est-ce que c'est eux qui ont rien compris? Bon, en fait, c'est plutôt eux qui ont rien compris. C'est que la première année, elle était structurée comme ça. Et par la suite, la nature des cours s'orientait vers des choses qui étaient de l'informatique enfin. Donc, j'ai pas tout à fait rien fait en cours quand même sur les années de l'après. Mais ça a été un peu difficile au début. Ouais. Et je te Euh, coupe parce qu'en fait, moi j'ai un peu vécu la même histoire que toi. J'avais commencé par donc comme toi, j'étais passionné d'informatique, mais donc comme je suis un peu plus âgé, donc c'était avec 10 ans ouais, d'avance sur toi entre guillemets. Et donc j'avais fait un IUT d'informatique pour que ça aille pour ne pas avoir une trop longue formation et que ça aille vite. Et en fait, quand je suis sorti, comme j'étais dans les premiers de la promo, j'ai eu accès à une école d'ingénieur. Et effectivement, les premiers mois d'école d'ingénieur, ce qu'on faisait en informatique, en fait, je trouvais que le niveau était nul. C'était ah mais, oui, c'était inférieur à ce qu'on faisait à l'IUT. Et par contre, on avait des trucs de maths, etc., et qui me gonflaient. Et il y ouais, avait plein de gens qui, du coup, venaient de la prépa, en fait, qui étaient nuls en informatique, en fait. Puis je me disais, mais ça me sert à quoi d'être avec ces gens-là alors qu'en fait, moi, j'étais en c'est ça. informatique et c'était nul. Et, mais du coup, j'ai pas eu la patience, comme c'était dans les années 2000 et qu'il y avait quand même beaucoup d'opportunités de taf, etc. Et bien, au bout Mhm. de 2, 3 mois, je suis parti et donc j'ai donné ma démission de l'école, si tant est qu'on peut dire comme ça. Et je suis parti Ouais, travailler parce qu'effectivement, c'était très décevant. Surtout qu'il disait que tu as un stage de 6 mois, je crois, en dernière année. Il y avait encore un autre stage. Et je me disais, au final, comme moi, je rentre dans l'école à partir de bac+3, et ben finalement, une fois que tu enlèves les cours les stages, etc., il va rester quoi pour apprendre des trucs en informatique, en fait. Et tout à fait. en réalité, je suis parti. Mais par contre, par la suite, ça a quand même été un peu un tort parce que ne pas avoir le bac+5, c'était quand même un peu Non, pénalisant. Ouais. ça, c'est pénalisant, c'est très gênant. Moi, c'est un truc que j'essaie de transmettre à mon fils et à mes filles. Je sais pas comment on dit, mes filles par alliance, enfin les filles de ma compagne, quoi. T'as besoin du bon niveau de diplôme. Ma femme actuellement, elle n'a pas le bon niveau de diplôme, elle s'est arrêtée trop tôt, et en fait, tu as un plafond de verre en salaire et en position dans la société qui est incroyable. Si t'as pas le bac+5, jamais tu arriveras à crever, ou très 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 difficilement à dépasser la position salariée à 2 000 € par mois, quoi. Enfin, ça va être très très compliqué. Et ça, bon, c'est comme ça que ça fonctionne. La société, c'est une espèce de concours de sélection. Et si tu suis pas les bonnes choses, tu arriveras pas à avoir les meilleures places. Ça va être beaucoup beaucoup plus dur par la suite. Ouais. Du coup, je t'ai interrompu. Donc voilà, tu étais dans Oui, l'école d'ingénieur, il y avait plein de types ouais, qui faisaient des maths, etc. Mais donc, ouais. toi, tu as tenu l'école, tu es allé jusqu'au bout. Ouais, j'ai serré les dents parce que bon, j'avais décidé depuis l'âge de 12 ans, puis bon, je suis quelqu'un de persévérant, donc bon, j'ai serré les dents et je suis allé jusqu'au bout. J'ai obtenu le diplôme. De toute façon, c'est essentiellement pour ça que j'étais là, donc voilà. Et puis après, c'est trouver la difficulté de gagner sa vie, quoi. C'est-à-dire, faut trouver quelqu'un qui veut bien te payer pour faire quelque chose d'un peu intéressant. Et moi, dès cette époque-là, déjà, j'avais pas trop envie. Enfin, bon, j'aurais bien voulu du télétravail. Bon, en tant que jeune diplômé, c'est un peu compliqué. Et puis, j'ai fait un choix qui était un choix familial, un choix de couple. J'étais avec ma copine d'alors que j'avais rencontrée en prépa, qui était ingénieur aussi, mais dans un autre domaine qui recrutait beaucoup moins. Et donc, on a fait nos stages de fin d'études concrètement à l'endroit où elle avait trouvé un stage. Et puis, après, on est resté là-bas parce que son employabilité étant très faible, et c'était je pense que c'était une erreur. Enfin, cette école devrait pas exister. Elle a fait de l'électrochimie, mais en fait, tu as très très peu d'employeurs pour ça. Cette école devrait pas exister ou pas former autant d'élèves parce qu'au final, si c'est pour envoyer les gens au chômage ou en reconversion, ça n'a strictement aucun intérêt. D'ailleurs, c'est un sujet sur les études d'ingénieurs. Hein. Si tu regardes l'enquête annuelle des ingénieurs scientifiques de France, l'IESF, tu te rends compte que tous les ans, on produit, je dis ça de mémoire, 4,5% d'ingénieurs de plus que l'année d'avant. Je pense pas qu'une inflation du nombre d'ingénieurs de 4,5% annuel corresponde à la réalité économique française.
À mon avis, dans les faits, on forme beaucoup d'ingénieurs qui n'en sont pas et qui n'auront pas de poste derrière. Bref, donc j'étais avec elle pour la suivre, et donc j'ai pris l'employeur par défaut, qui était une grande boîte industrielle française basée à Clermont-Ferrand. Je suis allé à l'informatique scientifique là-bas. Il y avait une équipe de 20 personnes. Sur les 20, on était 2 diplômés en informatique. Alors, je n'ai rien contre les autodidactes en soi, mais enfin, c'est quand même pas rassurant à la base. Tous les chefs, c'était des militaires. On avait 6 chefs, je crois, pour 20 personnes. Et il y avait une personne qui était compétente en informatique. C'était affligeant. J'ai tenu 6 mois. Parce que j'ai découvert plein de trucs d'un coup. J'ai notamment découvert la soumission qu'un grand groupe attend de toi. Et en particulier dans ces grands groupes-là, avec une forte connotation catholique et militaire, où la notion de hiérarchie, si tu veux, c'est que ton supérieur est un homme supérieur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir tort. Et j'ai découvert cet environnement social après avoir finalement déchanté quelque part de l'école d'ingénieur, où psychologiquement j'en sortais globalement soulagé. J'ai un peu le sentiment de sortir de prison quand même. Et je plonge dans un environnement social où tu apprends qu'en fait, tu es censé te soumettre à tout un tas de personnes et de décisions débiles, euh, et où à aucun moment, en fait, ce que tu sais faire ne compte. Ce qui compte le plus, c'est de pas sortir du moule, de pas faire de vagues, etc., etc. Bon, j'ai des trucs hallucinants à raconter de là-bas sur le niveau de ce qu'ils faisaient, mais en soi, c'est pas étonnant. Hein, je le savais quand j'avais choisi cet employeur. L'employeur chez qui je suis aujourd'hui, qui est un grand employeur de la tech, moi, dès l'âge de 15 ans, j'ai décidé que je voulais travailler là-bas. Bon, c'est pas la même chose. Clairement, c'est pas la même chose. Ça présente d'autres problèmes, mais enfin, là où j'ai atterri dans mon premier emploi, c'était pas du tout un challenge intellectuel. Bien au contraire. J'ai un jour mon chef, enfin un D6, qui me dit écoute Rémi, maintenant tous les matins, tu vas me faire un fichier Excel qui présente un tableau de bord de l'avancement des bugs. Je lui dis non, mais ça c'est un filtre dans Jira, ça prend 2 lignes et tu vas lire la doc et tu vas te le faire, quoi. Et des trucs comme ça, quoi. Il voulait payer un ingénieur pour que tous les matins, le gars, il lui fasse son petit tableau de bord. Bref. Ouais, je Donc, comprends. Et tu sais, quand à un moment donné, donc moi aussi j'étais consultant en informatique et au début c'était assez intéressant mon travail parce que c'était dans les années 2000 et j'étais très proche des directions informatiques. C'était une époque où l'informatique se mettait un peu en place ouais, dans certaines entreprises et du coup c'était pas aussi hiérarchisé qu'aujourd'hui avec une maîtrise d'ouvrage, des assistants à maîtrise d'ouvrage, ouais, etc. Et souvent j'étais en lien directement avec le directeur informatique. On parle quand même de PME évidemment, pas de oui, oui. multinationales. Et petit à petit, le boulot est devenu de moins en moins intéressant. Et sur la fin, en fait, je faisais des fichiers, je travaillais sur des fichiers Excel où je développais des choses en VBA, en fait, pour Ouais, faciliter, donc Visual Basic Application, pour faciliter le travail des secrétaires qui elles-mêmes consolidaient des fichiers Excel avec des indicateurs et tout ça, pour ouais, qu'ensuite les chefs puissent avoir des tableaux de pilotage. Ils adoraient ce mot-là, pilotage. Et en ouais. fait, du coup, j'étais envahi de fichiers Excel, donc mon boulot, c'était de faire en sorte que les fichiers Excel consolidés se remplissent plus vite avec du VBA. Et c'est vrai que je me disais, mon Dieu, toutes ces années d'expérience Ouais. dans l'informatique et tout ça pour au final faire du VBA, quoi. Mais Ouais, bon, t'es un peu sur du bullshit job, mais c'est des choses quand même qui économiquement peuvent avoir de la valeur dans certains cas. Il y a plein de cas où le niveau moyen en informatique est tellement bas dans la gestion de pas mal d'entreprises que amener un peu de VBA pour faire des trucs, sachant que Excel est le premier outil scientifique mondial quand même, hein, c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est comme ça. Ça peut avoir une valeur économique et c'est sûrement pour ça que tu étais payé. Il y a plein de cas où ces choses-là ont de la valeur. Par mais contre, à tout à réaliser, fait. c'est pas toujours Mm. très intéressant. Ouais, ouais, Mais ouais. quand tu es Mais proche du métier, ça peut être intéressant. tout à fait. Et alors, je fais une anecdote, mais bon, c'est ton interview, c'est pas la mienne. À un moment donné, il y avait une secrétaire qui éditait des factures et puis qui éditait des libellés d'enveloppes, voilà. Et tous les Ouais, mercredis après-midi, la secrétaire, elle envoyait les factures ou les trucs pour tous les fournisseurs. ouais. Et au hasard d'une conversation, je lui ai dit: «Bah, tu sais, tu as pas besoin de faire ça, en fait, tu peux utiliser la fonction publi-postage, de Word, tout ça, c'est pas très compliqué et cetera». Et donc bref, j'ai mis en place le truc en un quart d'heure en faisant un export CSV, puis après du publi-postage et Ouais, elle est venue me revoir, 20 minutes après, elle a dit: «Bah, écoute, j'ai plus rien à faire de l'après-midi maintenant, c'est fini». voilà. Et D'où la c'est valeur économique. là, c'est vrai qu'il y avait une valeur économique parce que Mhm. du coup, tout ce qu'elle faisait tous les mercredis après-midi, en fait, ça pouvait être fait
en 10-15 minutes avec le Ouais, Publipostage et tout ça. c'est Donc, ça. il y avait vraiment de la C'est ça. valeur. C'est ça. Et là, effectivement, on comprenait que entre quelqu'un qui est juste exécutant, puis quelqu'un qui a un peu de la connaissance, des fois, ça peut faire un gain de temps de malade, quoi. Même C'est ça. si à la base, le Publipostage, je qualifierais pas que ça nécessite d'être ingénieur pour mettre en place ça. Mais Non, mais voilà. tu te rends compte que l'informatique, ça peut apporter des gains à x10 ou x100 en productivité. C'est pour ça que ça a dominé le monde et c'est pour ça que c'est un domaine d'activité qui est si rentable et si dominant dans l'économie aujourd'hui. Parce que ça amène des augmentations de productivité qui sont hallucinantes. Moi, je trouve que ça a aussi amené d'autres choses, c'est-à-dire que parce qu'on a plus de productivité et plus de façons de gérer la complexité, ben, on est capable d'en faire encore plus. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose non plus parce que ça a complexifié beaucoup de choses, mais c'est certain que c'est une valeur économique très importante. Mhm. Alors, je vais du coup revenir sur ce que tu Ouais. disais. Donc, la première boîte où tu étais à Clermont-Ferrand, donc je ne ferai pas de suggestion de quelle peut être cette boîte, Ouais, parce qu'après, je vais me faire. c'est pas Voilà, on compliqué à s'en fout. trouver, mais j'ai beaucoup de mal à en dire, donc voilà, on va pas, voilà. Après, je vais me faire disputer, mais qu'on comprenne bien. Donc, au début, t'étais dans une boîte française, si tant est que ça, tu vas nous Tout à dire si fait, ça change quelque chose. Alors qu'après, si c'était une boîte de la tech, il y a des chances que ce soit plutôt une boîte américaine. Et tout à donc, fait. est-ce que tu penses que les différences que tu as ressenties au niveau du job, c'était lié au match, enfin, c'était lié au fait que ce soit français et américain, ou plutôt plus orienté tech qu'industriel? En fait, comment tu analyses qu'il y a quand même une différence au niveau du job et puis de la hiérarchie entre les deux Ah, postes? alors, pour moi, il y a les deux. Pour moi, il y a les deux parce que quand je suis donc après j'ai fait un passage par une PME française. On en parlera si tu veux, mais je vais d'abord répondre à ta question. Quand j'arrive chez cet employeur américain qui était déjà assez gros, il y avait quand même une mentalité start-up. Il y avait quand même très peu de barrières ou d'étapes entre ton travail et la mise en production. Donc, on est capable d'aller vite, de prendre des décisions rapidement. Et toi, nouvel arrivant, tu dis, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça. Voilà pourquoi. Pif, paf, pouf, t'envoies un mail. T'envoies un mail au groupe, à l'équipe. Hein, donc, t'as un paquet de personnes dedans. Mais les gens, ils relisent, ils disent, OK, c'est bon, vas-y. Et puis c'est réglé. Et t'avais un temps pour travailler comme ça en l'espace de moins d'une semaine, tes changements, ils étaient faits. Alors après, il y a le test, etc. Donc, c'est pas livre au client de suite. Hein, mais faire une modif, c'était très, 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 très léger au niveau processus. Euh... Excuse-moi, j'ai perdu le fil de mes pensées. Si, oui, au niveau de la Ah Big oui, Tech, si, le processus était léger, alors qu'au niveau ouais. de la Et j'avais peu de Tech, réunions. Voilà. voilà. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais très peu de réunions. Il y avait une réunion hebdomadaire d'équipe. Alors, il faut savoir que moi, j'étais en télétravail. Bon, ça, on y viendra aussi. Donc, bon, la réunion, j'étais au téléphone à 19h. Je peux dire que je coupais le micro. J'étais en train de manger en même temps. De toute façon, la réunion ne servait à rien. Mais la réunion inutile, si tu veux, qu'il y en avait une d'une heure par semaine. Mon grand employeur, je ne sais pas combien de réunions ils faisaient, les mecs, mais de toute façon, ils n'étaient pas capables d'envoyer un mail. De toute façon, la décision, c'était pas possible d'envoyer un mail pour que le chef y réponde oui. Il fallait faire un meeting avec 10 personnes. Il fallait que le meeting il prenne 2 heures. Ça, c'était le process décisionnel de base. C'était 2 heures de réunion. Et donc, D'accord, la grosse attends. Et là, différence. ce que tu décris, c'était donc post-2010. On n'est pas dans les années 2000 ou Non, non, on est en 90. 2010. On est en Ouais. 2010, puisque j'ai commencé en 2010. J'ai commencé en 2010, je suis parti en 2011. J'ai tenu 6 mois, je suis parti pratiquement en insultant mon chef. Mais je le regrette pas à réflexion parce que la suite a prouvé que c'est moi qui avais raison. Puis de toute façon, c'est plus à l'aise c'est plus confortable pour mon ego de me dire ça. Euh, et non, c'était post 2010, oui. Ok. Et au niveau rémunération, alors ça s'est passé Alors, comment? Parce que du je suis coup, tu as rentré. les conditions américaines là ou tu as les conditions françaises? Et puis, je voulais te demander aussi comment tu avais fait pour trouver le boulot dans la boîte de Big Tech. Alors, au niveau rémunération, j'ai commencé dans la grande boîte française à 36 000 euros. J'ai pas discuté brut annuel. J'ai pas discuté des conditions puisque j'avais utilisé tout mon levier de négo pour qu'ils embauchent ma copine à l'époque. Moi, j'avais été bon aux entretiens. Elle, je crois qu'ils hésitaient un peu. J'ai dit de toute façon, moi, je viens pas si vous la prenez pas. Et puis, à l'époque, j'avais pas appris, et c'est un truc que je regrette énormément. C'est par la suite que j'ai appris à me connecter à mes émotions, à lire des bouquins de négociation, etc. À l'époque, je n'avais pas appris qu'un salaire, ça se négocie. Donc, bon, je suis rentré à 36 000, ce qui était bien, ça faisait 2000 net, je crois, un truc comme ça. Après, je suis allé dans une PME française. Donc là, je suis parti. J'ai trouvé par un camarade de promo dans une PME française. Alors là, c'était génial parce que du coup, je suis passé de la grande boîte incapable de faire quoi que ce soit à la toute petite boîte. Bon, on était quand même 50, hein, mais tu parles aux dirigeants pour l'entretien d'embauche.
Il me fait venir à Paris, il me reçoit, il me présente le projet. Moi, j'étais super emballé. Le gars, c'était un vendeur génial. Il vendait son projet super bien. Donc moi, ça m'a emballé tout de suite. On discute un peu technique. Je lui donne deux, trois idées que j'ai parce que voilà. Et puis j'arrive à la fin, je lui dis bon, ben moi, ça me va, on signe. Il me dit ah mais tu vas signer. Il m'imprime le contrat de travail et on signe. Donc ça, c'était très intéressant. Là, j'étais à 40 000 euros, plus 5 000 de variables, plus une voiture de fonction et surtout en télétravail. Donc là, ce que j'ai fait, moi, j'ai toujours jamais voulu me lever le matin pour aller à la boîte. Ça m'a toujours rendu fou, ça. De toute façon, j'aime pas spécialement les gens, donc je suis très efficace chez moi, tranquille. Je pense qu'il y a un gros côté anxiété sociale aussi. Je suis assez nerveux de sortir de chez moi, globalement. Et donc, dès le début, si tu veux, moi, je me disais, toujours, je veux travailler à la maison. Alors aujourd'hui, ça paraît anodin, mais à l'époque, en 2011, le télétravail, ça n'existait pas. Et encore moins en France, hein. Déjà, c'était pas prévu dans le code du travail, donc déjà, c'était un peu la joie à ce niveau-là. Et puis, c'était totalement inhabituel. Et donc moi, ce que j'avais dit, j'ai dit bon, écoutez, vous voulez que je vienne à Paris ou à Toulouse, mais bon, voilà, ma femme elle travaille à Clermont-Ferrand, donc bon, je vous propose qu'on commence en télétravail et puis on verra. Et puis moi, dans ma tête, ce que je me disais, c'était je vais commencer en télétravail, ils vont bien m'aider, puis ça va rester, ils vont bien m'aimer, pardon, et puis ça va rester comme ça. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Période d'essai, 4 mois, à la fin de la période d'essai, le boss m'appelle, il me dit bon, écoute, ça marche bien télétravail, t'as qu'à rester là où t'es. Je lui dis bah écoute, merci. Je lui ai pas dit que c'était mon plan depuis le début. Donc là, j'y suis resté 2 ans, et c'était un rapprochement stratégique de là où je voulais me rendre chez le grand employeur américain. Sauf que pour postuler, moi, j'avais aucune intention de déménager aux US. Et pour obtenir le télétravail, bah, fallait avoir un peu de bouteille, quoi. Parce que si tu arrives tu postules auprès d'un employeur américain en disant ah au fait, moi je veux pas déménager. Bon, faut quand même avoir quelques arguments. Donc, bon, c'est écoulé 2 ans, ça s'est bien passé. Puis à un moment, je tournais en rond parce que le produit, je pense qu'il était intéressant, mais économiquement, il n'a pas décollé. Et malheureusement, on était une filiale d'un autre grand groupe français, donc avec la même paralysie décisionnelle que j'avais connue chez l'industriel précédent. Donc cette fois-ci dans la tech, mais en France et avec exactement la même paralysie, les mêmes petits jeux de pouvoir et puis la même passion pour travailler que pour les grands noms. Tu vois, ils travaillaient pour des très grandes sociétés, etc. Et puis le petit client, il n'existe pas. Donc en gros, à moins d'1 million d'euros, le commercial décroche pas le téléphone. Mais en fait, enfin, c'est une philosophie, mais c'est un des soucis qu'on a dans l'industrie en France, c'est on ne pense que pour les grandes boîtes et c'est pas une bonne chose. Et donc j'ai fini par partir en postulant auprès de cet employeur américain. Alors je connaissais quelques personnes de l'équipe puisque j'avais interagi avec eux dans le passé. Je lui ai écrit, écoutez, voilà, ça fait quelques mois que je vous fais des rapports de bugs, etc. Moi, voilà mon CV, j'aimerais venir travailler chez vous. Et là, alors je suis désolé, je me souviens plus de ta question d'origine. Je vais finir mon fil et puis Le après, il faudra que package, je m'y repose. le package Ah, que tu as eu. l'argent. Voilà. On est là pour parler pognon. Ok. Donc, je finis de raconter. Ouais, ouais, vas-y. Ok. Donc je postule comme ça et ils me disent bon ben notre process, c'était pré-Covid, c'était en 2013. Notre process c'est on te fait des entretiens au téléphone, si ça va bien on te paye l'avion jusqu'aux USA, tu fais une journée d'entretien, si ça va bien on t'embauche. Moi je lui dis oui bien sûr pas de problème. Je passe les 2 entretiens téléphoniques, donc moi j'étais en France au téléphone. Alors j'ai toujours été bon en anglais, mais je t'avoue que le téléphone en anglais à l'époque bah, comme n'importe qui l'a enfin qui sait pas faire, au début tu es un peu stressé quand même. Donc au début c'était un peu difficile, mais bon, les entretiens se sont bien passés. Et donc il me paye l'avion, on en profite, on se rajoute une semaine, on rajoute un billet de plus avec ma copine pour aller visiter la Californie. Moi je suis pas un grand voyageur, mais franchement quitte à se taper l'avion autant y aller quoi. C'était vraiment très intéressant. Et donc je passe ma journée d'entretien et puis arrive un gars des RH, un Indien, ils ont beaucoup d'Indiens immigrés aux US dans les boîtes de la tech. Arrive un Indien qui m'explique que ils vont me demander le visa H1B machin, puis qu'ils feront mon dossier carte verte. Vous vous rendez compte, ça coûte 20 000 euros de le faire, mais on va vous le payer, tout ça. Puis moi, je le coupe, je lui dis non, mais en fait, moi, j'ai pas l'intention de déménager aux US. Moi, j'aimerais bien travailler depuis chez moi. Je l'ai déjà fait depuis 2 ans, voilà. Bon, le gars des RH, la bouche ouverte, voilà. Bon. Mais les RH sont pas décisionnaires dans cette boîte. Enfin, elles l'étaient pas à l'époque, en tout cas. C'est une grosse différence aussi avec ce que j'ai connu en France, où finalement, quand tu avais un CV, il était filtré d'abord par les RH, donc des gens qui n'y connaissent rien, qui connaissent rien à tes besoins, qui t'éliminent la moitié des CV pour être sûr de recruter les talents, tu vois. Euh, dans la boîte américaine, dans la boîte de la tech, ça allait, en tout cas à l'époque, directement au manager. Donc, même si tu sortais un peu des clous, par exemple, moi je suis pas américain, même si tu sortais un peu des clous, ils allaient quand même regarder ta candidature avec intérêt, quoi. Alors que si tu passes par les RH, le poste il est écrit aux US, t'es pas aux US, fin de l'histoire, quoi. Bon.
Et donc, je passe les entretiens et puis je dis au chef de l'équipe, à la fin, je lui dis, ben moi, bon, ça fait 3 ans que je travaille à la maison. Franchement, déménager aux US pour moi, c'est compliqué. J'ai ma copine et tout. Elle pourra pas travailler, mais ça c'est vrai. Hein, quand t'es aux US sur un chien ton époux ne peut pas travailler. En plus, on n'était pas mariés, donc de toute façon, elle aurait même pas pu venir. Donc bon, je déroule un peu mes arguments et il me dit, bon, je vais y réfléchir. Je rentre en France et 3 semaines après, je reçois un coup de fil de la RH de l'établissement français qui me dit, on vous prend, on vous propose 53 000 euros. Alors là, je pose le téléphone, je coupe le micro, parce que 53 000, c'est pas tout à fait ce que j'attendais quand même. Et je lui dis, bah écoutez, moi, tout mis bout à bout, là, vous me proposez moins que ce que je touche dans une PME française. Donc, je pense que vous pouvez peut-être faire un effort. Bon, elle me rappelle une semaine après, et donc le package, il était à 58 000 euros de salaire de base. Il n'y a pas de variable. Je suis salarié français en CDI en France, ce qui est hyper important quand tu veux acheter une maison, louer un appartement, etc., etc. Par contre, on a des avantages et je vais y venir parce que ceux-là ont été en tout cas extrêmement lucratifs. Et je me rends compte, tu vois, à cette étape, j'étais toujours, je pense que j'étais toujours pas, je ne savais pas qu'il fallait négocier le salaire. Donc, tu vois, j'ai dit ce que je viens de te dire parce que quand même, j'allais pas partir pour moins, quoi. Mais en fait, j'aurais pu tirer vachement plus. Et ça, je me rends compte des années après qu'en fait, j'aurais pu négocier beaucoup plus parce qu'à partir du moment où la personne des RH t'appelle, te dit, on veut vous prendre, c'est pas parce que toi tu négocies le salaire qu'ils vont changer d'avis. Alors évidemment, ils te proposent 50, tu demandes 200, ça va pas le faire. Mais en fait, c'était le début d'une discussion et moi j'ai cédé trop vite parce que je voulais vraiment y aller, parce que j'étais vraiment content, parce que j'avais le télétravail aussi. J'ai cramé là encore tous mes leviers de négo pour ça. Je regrette pas de l'avoir fait, mais bon, je me dis si j'avais lu quelques bouquins de négo avant, si j'avais lu un petit peu sur la psychologie des gens, etc. avant, j'aurais peut-être pu faire mieux. Maintenant, l'argent n'a jamais été un grand motivateur pour moi et on y reviendra. Personnellement, je dépense rien. Donc, de toute façon, le salaire, c'était de l'argent de poche dans tous les cas. Puis, j'en ai jamais rien fait à part l'épargner. Et c'était en plus une époque de ma vie où je n'investissais pas. On va y venir. Parce que je pense que c'est important dans le parcours d'investisseur. À l'époque, de toute façon, bon, l'argent, voilà. Par contre, ouais, dans le package, il y a 2 éléments qui sont très intéressants, qui est un grand classique des boîtes américaines, c'est des actions gratuites et des actions à prix réduit. Alors, les actions gratuites, ben, c'est ce que c'est. Hein, c'est tous les ans, en gros, on te file entre 30 et 50% de ton salaire de valeur faciale d'action que tu vas acquérir sur les 4 ans qui viennent. C'est un dispositif de rétention incroyable parce que si tu fais le calcul, à tout instant, en fait, tu as 1 à 2 ans de salaire qui vont tomber dans les 4 ans, sauf si tu démissionnes. Et ben, quand l'action monte, évidemment, on t'attribue, mettons, 50 000 euros d'action aujourd'hui. Si l'action a fait x2, ben, ça vaut 100 000. Hein. Voilà. Et l'action à prix réduit, alors là, c'est tu achètes des actions avec une réduction sur le meilleur prix des 2 dernières années. Donc là, pareil, hein, quand ça grimpe, c'est le jackpot. Et bon, ben, j'ai eu la chance d'arriver à une époque où en bourse, etc., entre 2013 et 2025, où les boîtes de la tech ont très très bien performé en bourse. Et donc, en fait, aujourd'hui, dans ma rémunération, mon salaire fixe représente moins de la moitié de ce que je touche de la société. L'essentiel provient de ces bonus en actions. Les actions Euh, à prix réduit, tu peux en acheter à l'infini ou tu as un plafond? non, t'es capé à 10% du salaire, puis après c'est passé à 15. Donc t'es capé à pas énormément, mais même comme ça, si tu veux, quand l'action l'a fait x2, enfin, en fait, il y a eu une période où ça me doublait quasiment le salaire rien qu'avec ça. Donc, quand tu regardes sur le papier, tu fais ton calcul, tu dis ça me garantit une augmente minimale de 2%. Tu dis ouais, bon, c'est des pipi de chat, j'y vais pas. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, quand l'action baisse, en fait, tu perds rien parce que ça remet à zéro ton prix et tu as toujours la garantie du prix le plus bas, quoi. Et que quand l'action monte, par contre, toute la plus-value, tu la prends. Donc, en fait, c'est intéressant pour une boîte de la tech qui ont des courbes très volatiles, mais qui ont tendance à avoir des fortes croissances. C'est très, très, très intéressant comme package. Et Donc, donc dans là, les faits, ouais. oh, non, non, vas-y. Donc là, ça fait 11 ans à peu près que tu es dans la même boîte, du coup. Ouais, Ça n'a pas c'est ça. changé. Et C'est ça. du coup, est-ce que tu as réussi à faire une ascension de carrière si tu en voulais une ou si tu es coincé un peu dans ton poste? Et est-ce que tu vas de temps en temps aux États-Unis ou tu es vraiment full télétravail et puis Ah, t'es 100% jamais télétravail. retourné? Je suis allé, après l'entretien d'embauche, j'ai demandé, moi, à y aller 3 semaines pour apprendre à connaître l'équipe. Pendant les 3 semaines là-bas, j'allais travailler la journée, personne ne me parlait. Le soir, il n'y a pas une personne qui m'a emmené au restaurant. Le week-end, il n'y a pas une personne qui m'a proposé quoi que ce soit. J'ai dit, OK, donc c'est comme à la maison, en fait. Y a pas, ça sert à rien d'y être. Moi, je suis pas très sociable, etc. Tu vois, je suis timide, je suis pas, voilà, mais j'aurais pensé quand même qu'il ferait un effort. Mais en fait, les mecs, ils sont pires que moi, quoi. Donc non, ça servait à rien d'y aller. Et je n'y suis pas retourné depuis 2013.
Ça a, je pense, nuit à ma carrière. Et pour répondre à ta question, est-ce que je voulais une carrière? J'en voulais pas vraiment. Mais au fil du temps, je me rends compte qu'en fait, ne pas l'avoir, ça amène à un certain nombre de problèmes parce que tu te retrouves marginalisé dans la boîte. Donc j'ai réussi au niveau salarial, je me plains pas. Sauf que à boulot équivalent, il y en a pas mal qui gagnent 30% de plus que moi parce qu'ils ont joué eux le jeu des carrières et des promotions que moi j'ai à la fois pas voulu jouer, mais aussi pas su et pas voulu apprendre. Hein. Il y a un peu tout ça. Bon, pour rester sur les questions d'argent, en gros, en rémunération globale, j'ai rapidement atteint les 100 000 euros avec un fixe qui grimpait tous les ans, parce que oui, tu as des augmentations démentielles hein, dans ces boîtes. Hein. Tu as plein de gens qui travaillent pour 1500 euros net en France qui ont une augmentation de 2%, et encore, c'est bien. Dans ces boîtes-là, si tu n'as pas 5%, c'est pas beaucoup. Mais 5%, c'est un effet exponentiel. Hein. Enfin, on parle pas, déjà, on parle pas de 5% d'une petite somme, et puis l'année d'après, tu as re 5%. Donc, ouais, j'ai eu des années à j'ai eu 15% une année. Enfin bref. Donc en termes de fixe, c'est monté très très vite. Aujourd'hui, le fixe, il est à un peu plus de 100 000. On doit être à 120, je crois. Et en termes de rémunération totale, du fait de l'effet des actions, etc., j'ai rapidement eu 100 000 euros. Et là, ces 2 dernières années, je veux pas dire une bêtise, je sais plus si j'ai déclaré 250 ou 500. Je me souviens pas. Parce que c'est tellement astronomique en fait qu'à un moment voilà. Donc ça a été extrêmement lucratif. Mais comparé au reste de l'équipe, et y compris à travail égal et même sur des gens qui ont moins d'ancienneté que moi, je suis pas si bien payé que ça en fait. Le reste Donc de d'un côté, l'équipe, attends, le reste de l'équipe qui est en France aux ou US, aux ouais, c'est US, ça. Alors, je te US. coupe parce que j'ai un pote qui est un peu dans la même situation que toi. Donc, lui, il est en télétravail sur un poste un peu de manager dans une boîte US de la tech. Il est à Ouais, 200 000, je sais plus, 200 000 dollars par an en fixe, puis il a encore au moins 200 000 dollars en variable. ouais, J'ai dit, bon, bah, du coup, tu es payé un peu comme aux US, mais en vivant en France. Il m'a dit, ah non, ouais, t'es fou, ceux qui sont aux US, ils gagnent beaucoup plus. ouais. Alors, je pense que c'est pas vrai pour tous, si tu veux. Moi, j'ai par exemple des pas très bons dans mon équipe. Alors, au début, je les méprisais un peu. Après, en fait, j'ai compris que par comparaison, ça te permet de briller. Donc, en fait, faut pas trop juger les gens trop vite. Des fois, les gens qui performent pas trop, d'abord, ils ont sûrement des raisons valables. Hein. Et puis, bah, des fois, ça t'avantage aussi. Il y en a un certain nombre qui sont pas, je pense, si bien payés que ça, mais tu vois des gens des fois qui, entre guillemets, te passent devant dans la carrière, alors qu'ils sont pas forcément immensément plus méritants. Alors je suis pas particulièrement jaloux parce que moi je suis pas forcément motivé par l'argent, c'est pas le sujet. Mais là où c'est douloureux, c'est quand tu te rends compte que l'entreprise ne te reconnaît pas forcément au niveau que tu penses d'abord être ta valeur à toi. Donc ça c'est un conflit, enfin c'est douloureux sur l'ego. Euh, et, euh, et au niveau que tu penses qu'elle devrait t'accorder du fait de tes accomplissements. C'est-à-dire que même si tu prends les accomplissements démontrables et le travail qui a été fait, tu dis, bon, bah, sur ce sujet-là, je suis expert. Pourquoi on prend ma décision sans me demander mon avis? Ah ben parce que c'est à lui qu'on pose la question, parce que bah, lui, il est aux US, il est plus visible, parce que lui, il a su choisir les projets qu'il mettait en avant et qui lui permettaient d'être promu, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu social avec des gagnants et des perdants, et c'est pas un jeu où faire bien son travail, ça suffit. Et moi, en fait, j'ai été avec un manager, mon premier manager dans cette boîte pendant 10 ans, qui m'a fait passer le message que tu fais bien ton travail, ça suffit, la promotion suivra. Bon, la promotion, elle a absolument pas suivi. Et en réalité, ce qu'il faut faire, si ça t'intéresse d'avoir une carrière, mais ça vient avec plein d'inconvénients. Hein. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est choisir tous les projets les plus visibles. Parmi ceux-là, tu fais ton ingénieur, tu choisis les plus simples et tu prends et tu voles aux autres toutes les tâches qui sont les plus simples avec le maximum de visibilité. Et t'hésites pas à envoyer des mails au N+2 tous les jours, tous les 2 jours pour bien montrer les accomplissements entre guillemets démontrables, mais surtout visibles, que tu as fait, qui vont te permettre de te promover. Et il faut pas oublier d'aller faire de la lèche aux autres managers. Alors ça, c'est mon gros point noir. Moi, j'ai toujours été très très motivé par la liberté. Et là, c'est marrant parce qu'on retrouve un truc familial. Mon père a quitté sa boîte française pour créer la sienne parce qu'il supportait pas d'avoir un chef. Bon, bah, il se trouve que moi, c'est un peu pareil. Et moi, la soumission, c'est très très difficile. J'ai eu un parcours scolaire extrêmement difficile avec les enseignants à cause de ça. J'ai beaucoup souffert. Il y a beaucoup d'enseignants qui supportent pas que tu sois pas soumis à eux. Et ça s'est très mal passé dans ma scolarité pour ça, même si au final j'ai réussi, moi ça a été extrêmement lourd à porter. Et je me rends compte que le monde de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Tu es censé te soumettre rituellement à tout un tas de personnes, même quand elles ont tort. Et alors que elles prétendent, si tu veux, tu es ingénieur dans la tech, etc. Je veux dire, tu es censé. Les choses, elles sont quand même un peu globalement noires ou blanches, quoi. Et ben en fait, non. En fait, c'est quand même pas ça qui compte au premier lieu.
Et c'est difficile à porter pour moi parce que je suis pas devenu informaticien parce que j'aimais les gens, si tu veux. Et en fait, je suis obligé de me gérer les gens. Je suis obligé de me gérer aujourd'hui dans mon travail. Je crois que je l'écris sur le forum. Je passe plus de temps à faire du social qu'à faire du technique. C'est-à-dire que je passe plus de temps à gérer les petites sensibilités de l'ego de machin, de l'ego de truc, à faire semblant, à lui faire croire que c'est son idée pour qu'il dise pas non, etc., qu'à résoudre des problèmes techniques. Et ça, moi, ça m'insupporte. Ouais, je comprends. Mais c'est ce que tu dis, en fait, on est nombreux à l'avoir vécu et je pense que c'est ça quand on a une mentalité, on va dire une mentalité ingénieur de celui qui fait, ou une mentalité aussi profil type INTJ ou comme on avait vu sur le forum là dans le profil MBTI. À un moment donné, on pense que parce qu'on fait son boulot excellemment ou mieux que peut-être l'aurait fait quelqu'un d'autre, on va avoir une espèce de récompense divine et puis qu'on aura Ouais, une ascension dans la boîte parce que c'est ça. la boîte, c'est censé être une entité rationnelle entre guillemets, puisque tu es bon naturellement, Exactement. tu vas monter pour qu'elle puisse profiter en fait du fait que tu sois bon. Mais en tout cas, bah, on se rend compte que dans les faits, dans plein de boîtes, bah, ça marche pas comme ça. Et les Américains d'ailleurs, quand ils donnent des conseils dans leurs bouquins pour avoir une ascension, ils te disent bien qu'il faut faire les choses, mais il faut surtout rendre visible ce que tu as fait. C'est ça qui est le plus important. Voilà, on te dit, je sais plus quelle est la phrase, make it, enfin do it and, mais je sais plus, et show it. Voilà, ça doit être do it Ouais, and ouais. show it. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Et effectivement, si t'as pas quelque chose qui est visible, spécialement avec des N+1, N+2 et tout ça, ben t'as beau être le meilleur, mais en fait t'auras pas la récompense divine. Il va pas se passer C'est grand ça. chose. En fait, c'est ton sens inné de la justice qui te dit, qui te donne à penser ça, mais en fait, ce sens inné de la justice, il faut comprendre qu'il n'y a que toi qui l'as, en fait, dans le monde, et que les autres, et en particulier ton employeur, ils raisonnent pas du tout comme ça. Et ouais, en fait, il faut optimiser pour ce qui a le maximum de visibilité, même si ça n'a aucun impact. Et moi, c'est ça qui est terrible. Et encore une fois, ça se heurte à mon sens inné de la justice. C'est qu'en fait, il faut sélectionner, voire mentir, parce qu'il y en a qui n'hésitent pas. Il faut sélectionner, voire mentir, les choses que tu montres pour les mettre en valeur le mieux possible. Et donc pareil, c'est un jeu social que je trouve extrêmement malsain et qui moi me heurte, donc j'ai du mal à le faire. Mais j'ai également pendant très longtemps refusé de le faire et refusé d'accepter. Tu sais, des fois tu prétends que les choses elles sont pas comme elles sont parce que ça te dérange de l'admettre. Et en fait, moi pendant longtemps j'ai prétendu que dans l'entreprise, bah, j'allais être reconnu uniquement et simplement par la qualité de mon travail. Et en fait non, ça marche pas. En fait, ça marche pas. Si un jour tu as dit En non tout à la cas, mauvaise ça marche personne, pas. même si tu Ouais. avais raison, 10 ans après, on te le ressort encore. J'en sais Ouais. quelque chose. Mais en tout cas, ça marche pas dans les grandes boîtes. Voilà, dans les Tout à PME, fait, ça, voilà. tout à fait. Parce que moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu le passage où on était une petite boîte et qui a explosé. Et lors de l'explosion, j'ai vu débarquer des managers Excel. Moi, j'ai un chef. Le seul truc qui l'intéresse, c'est est-ce que la case Excel, elle est bien remplie. Tu fais le travail, tu fais pas le travail. Tant que la case, elle est remplie, il en a rien à foutre. Et alors, le client et la qualité du produit, je peux dire qu'on est à des années-lumière. Donc moi, quand je discute avec un client qui me dit, ouais, il y a des trucs qui marchent pas, faudrait le corriger. Moi, je souffre des fois parce que je perds en capacité à délivrer ça. Et ça, c'était ma motivation première pour venir, c'est-à-dire faire du travail technique. Ça, je suis même plus capable aujourd'hui de faire mon travail. En fait, je pense que je travaille à 10%. Le reste du temps, c'est juste essayer de contourner les autres pour pouvoir avancer, quoi. Ou les pousser à faire leur taf. Parce qu'en fait, une fois que tu as bien grandi comme ça, en plus dans ces boîtes-là, plus personne fout rien. Alors personne l'admet, mais plus personne fout rien. Donc le but, c'est de travailler le moins possible. Et puis, bah, après, tu es géré par des managers Excel, quoi. OK, OK. Alors, du coup, là, comme on va faut quand même qu'on respecte un espèce de timing. Sur, sur le forum, tu avais dit qu'effectivement, des fois, tu te faisais, un peu chier à ton travail parce que justement, tu avais Ouais, plus de challenge technique et tout ça. Mais bon, ouais. je l'ai dit, c'est un peu souvent comme ça. C'est ce qui m'était arrivé aussi. Forcément, dans les années 2000, quand j'ai commencé à bosser comme informaticien, j'étais tout content et plus ça avançait dans le temps, en fait, plus je me faisais chier, en gros. Mais Ouais. en même temps, c'est Mais pas je souffre parfaitement surtout du illogique. social. Ouais. Je souffre surtout du social, tu vois. Si j'avais du défi technique et que j'avais la capacité, que l'environnement social me permettait de les délivrer, j'aurais pas de problème. Le problème, c'est que là, il y a plein de travail que je ne peux pas faire, que je suis bloqué parce que maintenant, c'est des comités à 20 personnes. Et quand tu as 20 personnes qui doivent approuver ton truc, t'en as toujours un qui dira non. Surtout quand sa raison d'être dans l'entreprise, c'est de dire non pour exister. Je comprends. Et donc, je voulais aller sur l'autre point.
Du coup, pourquoi tu te casses pas? Et je sais ce que tu vas me répondre, mais je voudrais que tu le dises. L'argent, Voilà, pourquoi tu l'argent. te casses pas? Alors, voilà, donc faut qu'on vienne à un truc quand même sur le rapport à l'argent. Bon, moi j'ai jamais rien dépensé. Mes parents ils avaient pas d'argent jusqu'à ce qu'ils en aient, mais j'étais parti de la maison. Et moi, on m'a éduqué, mais j'ai pas souffert de cette éducation. Des fois, quand tu écoutes le podcast Thune, tu sens des gens qui ont souffert d'avoir manqué. Mes parents ont manqué, ma femme a manqué, moi pas vraiment. Moi, on m'a appris un truc, c'est si t'en as pas besoin, tu l'achètes pas. Voilà. Et ben le besoin, il est défini de manière assez, je veux dire encore aujourd'hui, quand mes chaussettes sont trouées, ben, je les garde jusqu'à ce qu'elles soient vraiment trouées, tu vois. Pourtant, je pourrais les changer. Hein. C'est pareil pour les pantalons, c'est pareil parce que ben, quand t'as pas besoin, tu n'achètes pas. Et je suis relativement serein avec ça, à part que je souffre beaucoup pour les dépenses de confort. Je me suis acheté une imprimante 3D récemment, ça coûte 300 euros. J'ai agonisé pendant, alors ça fait 3 ans que j'en voulais une, j'ai agonisé pendant 3 semaines à décider d'acheter celle-là ou le modèle un peu moins cher à 250, etc., etc. La souffrance psychologique que je me suis tapée pour savoir si j'allais gratter 50 balles ou pas à mon niveau de salaire, c'est un truc incroyable. Donc il y a un côté C'est pas si négatif. incroyable que ça, je te rassure. Non, 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 mais je sais, on est nombreux comme ça parce que On est tu deviens pas nombreux. riche. Tu deviens pas riche en flambant, hein, de toute façon. Donc, à partir du moment où tu as eu une grosse capacité d'épargne, c'est que à un moment, tu as appris à pas dépenser. Et en fait, apprendre à dépenser, je me rends compte que c'est difficile. Mais bon, on y viendra. Et, euh, et donc, moi, j'ai toujours grandi dans cet environnement-là. À un moment, j'ai vécu à un endroit où on avait un loyer à 600 euros par mois. J'avais mon salaire à, je sais plus, bon, j'étais voilà, dans les 100 000 annuels, quoi. Bon, bah, je veux dire, t'en mets un max de côté, mais en fait, t'en fais rien. En plus, j'étais locataire. Maintenant, ça a changé, je possède une maison. Je peux te dire, quand tu possèdes une maison, les prix, c'est plus les mêmes. Hein. Mais mon argent, j'avais rien à en faire. Donc, j'avais un flux d'épargne astronomique. Et bah, c'est là que j'ai découvert ton forum. Alors, j'avais commencé à investir avant. Puis après, je suis arrivé sur le forum pour me former plus sur la partie locative et tout. Puis, j'ai jamais rien fait en immobilier parce que j'ai une aversion au risque là-dessus qui est incroyable. Et puis, je trouve que tu peux acheter 300 000 euros en bourse en 2 clics. Je vois vraiment pas l'intérêt d'aller se taper un notaire et tout ce que tu veux pour des sommes moindres avec 7% de frais. Et donc oui, j'avais pas un gros besoin d'argent. Par contre, c'est quand même des sommes importantes. Si tu veux, aujourd'hui, ma rémunération, dans les faits, ben, si je travaille pas tant que ça, en fait, ça se voit pas. Mais c'est même pas je fous rien, il me vire pas. C'est je fous rien comme la plupart des gens, et donc je suis au niveau de performance de la plupart des gens. Vu que de toute façon, la boîte a été structurée pour m'empêcher de faire mon travail, dans les faits, ce qu'elle veut, c'est que je travaille pas, ou très peu. Donc en fait, je peux ne pas trop me fouler, et d'une, ça se voit pas, et de deux, même si ça se voit, de toute façon, c'est semi-accepté. Et donc maintenant, aujourd'hui, j'ai des rémunérations, donc je suis à 100, 120 de base, donc déjà ça, c'est un salaire astronomique. Ma femme, elle aura jamais ça, et elle se lève tous les matins à 6 heures, donc ça, c'est aussi un sujet quand même. Plus tout ce qui est à côté. Et là, en termes d'actions gratuites, c'est de la folie furieuse. Dans les 3 ans qui viennent, je crois que j'ai une maison qui tombe, à peu près. J'ai un truc comme ça. Si je reste dans la boîte, donc moi, je reste, je suis discipliné. J'ai posé la question, est-ce que je peux prendre un temps partiel? On m'a dit non, parce qu'on va réduire, enfin oui, mais on va réduire tes actions gratuites. Je dis, oh, bah, du coup, non, ça ira, merci. Donc en fait, pour des raisons purement financières, on est sur des sommes qui correspondent, si tu veux, sur les 2 années qui viennent, avec globalement un niveau de souffrance psychologique qui est significatif. Hein. J'ai encore pas dormi hier soir jusqu'à tard parce qu'on m'a encore pris la tête. L'effet des US aussi, quand ils ont les décalages avec toi, c'est que les mails qui te font chier, tu les prends à 23 heures. Alors tu me diras, t'as qu'à pas les lire, mais bon, la vie est un peu plus compliquée que ça des fois. Et donc quand tu les prends à 23 heures, ça te pourrit la nuit. Donc bon, bref. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui sur temps de travail. C'est pas grave, j'ai travaillé jusqu'à 1 heure du matin dans mon lit à pas trouver le sommeil. Donc il y a quand même un niveau de souffrance qui est en face. C'est pour ça que j'en ai parlé sur le forum, parce que je pense que la santé mentale, faut quand même réagir avant que ça soit trop tard. Et je sais que je suis un peu juste là. Mais les sommes qui sont en face, ça serait du gâchis d'y renoncer, quoi. Ça serait vraiment du gâchis d'y renoncer, même si j'en ai pas besoin. Ouais, Et ouais. là, c'est difficile parce que l'argent, ça vaut très cher, si tu veux. Moi, j'ai cette notion que 10 euros, c'est cher. Alors bon, maintenant, j'ai une maison, donc c'est plutôt 100 euros, c'est cher. Mais pour moi, 10 balles, c'est cher. Et du coup, là, on te propose, je sais pas, on est en centaines de milliers d'euros, si tu veux, pour un effort qui est objectivement pas énorme. Et puis, je vais faire quoi derrière? Parce que le problème, c'est que là, j'aime encore moins les gens qu'avant. Donc, je vais faire quoi? Je vais rester toute la journée enfermé chez moi? Bon, enfin, oui, ça, c'est déjà le cas. Mais il va quand même falloir trouver quelque chose d'autre à faire derrière. J'ai plus que 35 ans, 36 je crois. Y en a pour longtemps aussi derrière si tu veux. Donc je suis pas forcément pressé. Me précipiter à sortir maintenant pour renoncer à une somme très importante. Bon, il me semble que en fait, n'ayant pas d'éléments objectifs de décision à part l'argent, je m'appuie sur l'argent. Je dis non, cette somme-là, elle est très importante. Voilà.
Ouais, et ben en fait, je t'ai fait parler de ça parce que c'est assez un classique en fait, ta situation. Alors peut-être pas dans ces proportions-là en termes de montant, mais moi c'est ce que j'appelle une prison dorée. Et en fait, il y Ouais, a énormément de gens qui sont dans des grosses boîtes qui se retrouvent dans cette situation-là en fait. C'est souvent ouais, dans ces grosses boîtes-là où tu as un gros confort matériel. ouais, Soit, des fois, ça peut être le plan départ. Si c'était une pure boîte française, tu aurais le PEE. Ça peut être la ouais, cantine, où il y a des gens quand même qui bossent dans des banques assurances et puis du coup qui ont fait leur crédit bancaire tout avec à leur fait. banque, etc. Ils ont des bonnes conditions, tout ça. Et il y a aussi un espèce de confort en te disant que tu vas pas être viré du jour au lendemain ou des choses comme ça dans ces boîtes-là. Alors peut-être dans la tienne c'est un peu différent vu que c'est de Ouais, la big tech, mais en gros voilà, tu as un espèce de confort matériel qui, quand tu le compares à beaucoup d'autres gens, ça te semble indécent. Et du coup, ce qui fait que tu euh, as une espèce de culpabilisation si jamais tu te barrais et tu te dis, bon, je suis quand c'est même pas exactement si ça. mal là où je suis, Et mais en moi, je même vis temps, avec. attends, je finis. Et en même temps, mentalement, tu sens que ça te pourrit petit à petit parce que, Ouais, t'es plus du tout stimulé intellectuellement, tu te fais un peu chier et tout l'environnement à l'intérieur de la boîte, au final, ça finit par te saouler et te prendre la tête, mais en même temps, ouais, tu n'arrives pas à partir. Et ça, c'est un truc, franchement, c'est super fréquent et c'est ça que j'appelle la prison dorée. Et tout à ça fait. peut durer très longtemps. Et j'ai connu des gens qui ont fini complètement aigris, en fait, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à partir de leur prison dorée. Les années passent, et en fait, plus tu restes, en fait, moins tu as envie de partir, parce qu'en plus, tu as tellement pris tes habitudes dans le truc que, Ouais, au final, ça te bouffe. Et donc, tu peux arriver, genre, tu as 50 ans, puis tu te dis, bon, bah maintenant, je vais attendre la retraite dans ce truc-là. c'est ça. Alors Ouais, même que, comme tu le dis, tout cet argent en plus que tu as, fondamentalement, il te sert pas. Mais en comparaison de ta femme, des autres, etc., ça semble indécent de pas voilà, d'y mettre un terme. Et c'est vrai que c'est une situation, c'est un peu merdique, quoi. Ceux qui écoutent, ils vont se dire, mais attends, le mec, il gagne, je sais pas combien de pognon, etc. Il a la vie de rêve, en plus, il est chez lui. ouais. Mais ouais, sauf que tu Ils sens, savent pas ce que ouais, c'est. Moi, j'ai le problème avec ma femme, ils savent pas ce que c'est. Enfin, c'est, enfin, ça peut être très, très, enfin, moi, je passe que mon temps à gérer enfin, bref, oui. C'est une prison dorée et c'est très, très mauvais pour la santé mentale. C'est évident. Et moi, si tu veux, là où j'ai peur, si tu veux, tu parlais de devenir aigri. Là où j'ai peur, effectivement, c'est pour ça que je me suis fixé une date de départ, hein. Enfin, je me suis fixé un délai, je vais t'expliquer. Là où moi j'ai peur, c'est qu'en fait, ça te rend aigri dans toutes les choses de la vie. C'est-à-dire que je me rends compte, de moins en moins tolérant des êtres humains. Alors déjà, ça partait pas de haut. J'ai un peu appris, je suis un peu capable plus de gérer mes émotions et celles des autres maintenant qu'il y a 10 ans, mais je suis aussi capable de voir comment les gens fonctionnent et ça m'insupporte. Donc, il y a une partie de ça qui vient aussi du fait tout simplement que j'ai du pognon et que maintenant il n'y a plus personne qui me dit quoi que ce soit parce que de toute façon je fais ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu avoir comme situation dans la vie. Donc, du fait d'être là, du fait d'être devenu riche, ben, j'ai cette sérénité-là qui me rend probablement euh, moins tolérant des autres. Mais il y a aussi cette souffrance psychologique au travail liée à tous ces jeux de pouvoir sociaux débiles qui va aussi me faire fondre le cerveau, je pense, à moyen terme. Donc là, je me suis dit que je partais dans 2 ans. 2 ans, c'est la durée qui correspond à la somme maximale d'actions, voilà. Et puis, bah, dans 2 ans, j'aurai de toute façon un niveau de patrimoine, donc c'est bon. Après, on peut arrêter. Mais tu soulèves bien l'aspect indécent. Alors moi, j'utilise le mot obscène, mais bon, ça revient à la même chose. D'abord, le salaire, il est obscène à la base. Enfin, en parlant du mien, en tout cas, c'est le travail est difficile, si tu veux. Enfin, si tu dans la loi dans la loi du marché des salaires, c'est normal d'être payé ça parce que ben, pour trouver quelqu'un qui sait faire ça, ouais, effectivement, il faut aller chercher des niveaux d'expertise relativement exceptionnels et donc ça coûte cher. Ça c'est logique. Par contre, par rapport au reste de la société, c'est juste hallucinant. Euh, Moi, je vis avec quelqu'un qui ramène à la maison 2000 euros à la fin du mois, les bons mois, en se levant à 6 heures du matin tous les jours. Et ça, c'est parce qu'elle a réussi à optimiser son revenu, parce qu'avant, c'était beaucoup moins. Euh, j'ai eu beaucoup de mal. Déjà, ma situation, j'ai mis du temps à lui révéler. Je lui ai pas tout dit parce que c'est difficile et qu'elle, elle a beaucoup de mal à entendre. Elle a beaucoup de mal à comprendre aussi les difficultés qui vont avec. Comme tu dis, mais de toute façon, toi, t'es à la maison. Qu'est-ce que tu fais chez toi? T'es à la maison. Ouais, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, moi, je voudrais bien un peu plus de pénibilité physique et un peu moins de pénibilité psy, ça me dérangerait pas. Et puis, bah, il y a cet aspect, mais attends, les sommes sur lesquelles je vais m'asseoir, c'est ce qu'elle gagne en toute une vie. Donc, comment je me positionne par rapport à elle dans tout ça? Soit je lui dis, mais alors, moi, je suis à la maison toute la journée, et puis elle va aller travailler pour de l'argent de poche dont le foyer n'a pas besoin, même si on est en séparation de biens. Ou alors, je continue juste parce que sinon, ça irait pas par rapport à elle. Mais du coup, est-ce que je vais pas me regarder effectivement à 50 ans dans le miroir en me disant j'ai raté ma vie, quoi? Enfin,
Donc c'est difficile le rapport aux autres là-dessus. Les amis, etc. Moi, j'ai pas trop de problèmes. Tu vois, j'ai vu la file sur le forum. Votre réussite va vous éloigner de vos amis et tout. Bon, moi, j'ai des amis. Enfin, en général, j'en parle pas. Je parle pas de mon patrimoine parce que je me dis que si t'insultes pas les gens globalement, tes relations avec eux se passent mieux. Donc déjà, si tu commences à leur dire combien tu gagnes, bah en général, ils vont pas bien se sentir. J'ai quelques amis qui ont un rapport à l'argent que j'estime compatible avec le fait de savoir que je gagne ma vie. Des gens qui, par exemple, ont le même genre de maison que moi, qui dépensent peut-être plus que moi et qui ont un rapport à l'argent qui est pas le mien, mais qui est sain, eux, je peux leur dire. Et puis j'ai plein d'amis à qui je dis pas, et puis je me concentre sur ce qui m'intéresse avec eux. Mais bon, pareil, l'info, j'arrête de travailler, je sais pas comment tu la passes aux amis, mais avec ta partenaire, c'est encore pire. Hein, hein. Et sinon, pour en revenir à la prison dorée, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il pouvait y avoir plusieurs stratégies, on va dire, d'échappement. J'ai constaté ça. Donc, il y a ceux qui vont miser tout sur les loisirs et en fait, qui segmentent Ouais, complètement leur travail et puis la partie loisirs. Et donc, bah, leur travail, ils acceptent que c'est de la daube, mais que bah, ouais, matériellement, c'est super confortable. Et par contre, toutes leurs besoins psychiques, ils vont l'avoir sur les loisirs. Donc, il y a ce truc-là. Où il y a le tout à fait. truc du je fais mon travail le plus vite possible et après, en temps masqué, je lance d'autres projets pendant mon travail qui vont essayer de me stimuler intellectuellement. Mais c'est vrai que là, dans le cadre dans lequel tu es, en télétravail plus aux US, c'est peut-être des stratégies qui sont plus difficiles à mettre en œuvre si tant est que ça t'intéresserait de les utiliser. Alors, moi, je rénove ma maison en temps masqué, comme tu dis. Hein, j'ai fait le rendu de la peinture hier. Alors, tu vas me dire, la stimulation intellectuelle, elle est où? En fait, moi, j'adore. Il y a l'aspect ingénierie inverse. En fait, moi, j'achète une maison qui a été construite, j'ai quasiment aucun plan. J'adore comprendre comment ça a été fait. J'adore expliquer pourquoi c'est fait de la merde. J'adore faire mieux. Mais alors, expliquer pourquoi les autres ont fait de la merde, ça, c'est ma passion numéro un. Donc, au niveau simulation intellectuelle, je suis servi depuis que je possède une maison. Sur ce point-là, je pense que je suis tranquille pour les 5 ans à venir. Je fais tout moi-même, donc ça prend du temps quand même. Par contre, le souci que moi j'ai sur le premier point, c'est t'as 80 exutoires dans les loisirs, oui certes. Moi, l'informatique, c'est ma passion. J'en ai fait mon travail. Donc en fait, tu t'arrives à une espèce de crise identitaire en fait. Et c'est ça qui est douloureux, c'est que aujourd'hui, faire de l'informatique sur mon temps libre, en fait, ça me fait chier. En fait, j'ai ruiné ma passion. Alors pas tout à fait pour rien. Hein, je dis pas que je le regrette. Mais quand tu transformes ta passion en travail et que le travail, bah, c'est du travail, en fait, ta passion après, il y en a plus, il en reste rien. Et donc de l'informatique sur mon temps libre, ben en fait non. Ouais, je Ça, comprends. ça cessé de m'intéresser. Et ça, c'est triste. Enfin, je le dis, je pense que j'ai un ton triste, mais ça c'est quand même triste. Mais bon, j'avais pas d'autre voie possible, hein, mais c'est sûr qu'en termes de loisirs, voilà. Bon, bah, après, je fais du bâtiment, je m'amuse bien. Puis bon, comme j'en ai parlé sur le forum, moi j'ai plein de. De toute façon, tout ce qui est technique, j'aime comprendre comment ça marche, donc je m'occupe sur plein de trucs. Je suis pas trop inquiet d'arriver à m'occuper, mais t'as quand même le poids de voilà, j'ai mon chef en réunion de temps en temps, il faut quand même lui parler, il faut quand même voilà, t'as quand même ce poids-là qui est présent. Et puis tu fais pas tout à fait rien au travail, parce qu'après t'as la stratégie, je fais zéro, j'attends qu'il me vire. Mais psychologiquement, moi, c'est pas trop mon genre quand même. Enfin, j'ai quand même un sens du devoir. Ça m'emmerderait de faire zéro délibérément, quoi. Ok. Et alors, du coup, tout cet argent que tu as, donc tu as acheté la Ouais, maison, et en termes d'investissement, est-ce que tu veux en parler ou tu considères que bien c'est sûr. banal? Ah bah c'est banal, c'est super chiant, donc je vais en parler pendant une heure. Euh, alors, bah, mon parcours d'investisseur, c'est quoi? Moi, dès le début, j'avais une grosse capacité d'épargne. On était stagiaires, on gagnait 1200 net chacun en stage, c'était vachement bien. On avait 600 euros de loyer. Déjà, dès le stage, si tu veux, on savait pas quoi faire de notre argent, quoi. Et puis bah, par la suite, ça a explosé. Bon, j'ai toujours été en séparation bien, on n'avait pas le même rapport à l'argent. Heureusement, parce qu'on s'est séparés, ça a été suffisamment douloureux comme ça. Moi, dès le début, j'ai toujours épargné beaucoup. Alors au début, j'ai rempli les livrets, tout le tralala, et moi, j'avais cette vision de la bourse, parce que j'étais un Français non éduqué, j'avais cette vision de la bourse que bah, c'est le truc qui s'allume et qui clignote pour faire du casino, et puis bah, au casino, c'est toujours la banque qui gagne, donc la bourse, c'est de la merde. J'avais placé des trucs sur mon PE de la société, et puis bah, les trucs en bourse en PE, c'est tellement blindé en frais que de toute façon, quand la bourse fait plus 10, il fait moins 15. Donc ça a un petit peu eu tendance à renforcer, si tu veux, ma perception qu'en bourse, tu peux pas gagner d'argent. Bon. Après, j'ai lu et j'ai appris. Et donc, au début, je me suis plutôt orienté vers l'idée des fonds, parce que moi, dès le début, j'ai été intéressé par la notion de dire, moi, je suis pas capable de choisir une action. J'ai appris à l'école, j'ai appris dans ma famille, parce qu'on a une société, j'ai appris à valoriser des sociétés, mais je vois pas pourquoi moi je ferais mieux que d'autres. Je suis pas capable de prédire l'avenir, et donc, je souhaite pas faire du stock picking.
moi, je veux acheter toutes les actions qui traînent. Donc, je me suis dirigé naturellement vers les fonds parce que le fonds, c'est rassurant là-dessus. Quand tu es investisseur débutant ou le français lambda, le fonds, bah, c'est pas toi qui choisis les actions, quoi. Donc, tu choisis un fonds et il te raconte des belles histoires marketing, blabla, sur le truc. Bon, ça, j'y ai jamais cru, mais tu cherches à aller dans le fond. Et donc, il y a une expérience qui est très intéressante à faire. Tu vas sur Boursorama, tu regardes la liste des OPCVM et tu cherches à trier par frais. Et ben, il se trouve que c'est pas possible. Alors en 2025 peut-être, mais je pense pas, parce qu'en fait ils touchent une rétrocession sur les frais, donc ils ont aucun intérêt commercial à mettre en avant les fonds qui ont moins de frais. Et moi, dès le début de ma vie d'investisseur, je cherchais, je me suis tapé tous les trucs un par un, parce que je l'ai même pas scripté, il y en avait 200, je l'ai fait à la main, tapé les trucs un par un pour chercher ceux qui avaient le niveau de frais le plus bas. Parce que les frais, c'est ce que tu payes, ça c'est sûr. Le gain, bon, ça c'est aléatoire, mais les frais, t'es sûr que tu les payes. Donc dès le début, j'ai cherché des fonds comme ça, et je crois que j'ai commencé à investir un petit peu en fonds. Et puis assez rapidement, j'ai découvert les fonds indiciels. Alors ça, pour moi, c'était le Graal. J'ai compris, il y a une découverte fondamentale que j'ai lue, c'est qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, la bourse, les actions, ça a toujours été rentable à long terme. Il n'y a pas une période de 20 ans, je crois, peut-être même 15, qui n'ait pas gagné de l'argent dans toute l'histoire des marchés boursiers. Et ça, c'est une observation, c'est pas une justification théorique. Mais j'ai pas la justification théorique pour ça, mais si tu veux, ça tient depuis suffisamment longtemps pour être a priori solide. Et donc, effectivement, de toute façon, à un moment, tu as de l'argent, faut bien le mettre quelque part, hein, t'es livré sans plein, tu fais quoi? Et donc, je me suis dirigé vers la bourse et j'ai découvert donc les fonds indiciels et je connaissais pas encore les ETF. Mais j'étais déjà attiré par le fonds indiciel, indice super large où tu t'emmerdes pas, voilà. Quand j'ai découvert les ETF, bah, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein, j'avais une dizaine de lignes. Waouh, j'investissais 1000 euros par mois, puis j'avais une dizaine de lignes que je gérais avec des feuilles Excel et tout. Je me sentais intelligent. Bon, au final, j'ai tout réduit au maximum. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup de lignes, mais aujourd'hui, j'ai pas le même patrimoine non plus. Mais c'est à peu près, c'est de la diversification des courtiers et des émetteurs, mais c'est à peu près tout le même indice. Et aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est que si demain j'ai 50 000 euros à placer, clic sur un indice monde large, et puis c'est fait, quoi. Et je peux passer à autre chose avec ma vie parce que je suis relativement calé en finance, mais par contre, gérer mon argent, ça m'intéresse pas. Et donc tu mets essentiellement sur l'indice World, c'est ça? Donc C'est ça. Donc, mon allocation, c'est que je garde une poche de cash sans risque, que j'ai fixé à 115 000 euros. Moi, j'aime bien avoir une grosse épargne de précaution, tu vois. Alors, j'avais fixé cette somme-là à l'époque sur différents calculs, mais bon, en gros, c'est tu vis 2 ans sans salaire, t'es large, quoi. Euh, donc, j'ai une poche de cash sans risque, et sur le reste, je fais 85% en actions et 15% en trucs sans risque. Alors, s'il y a du fonds euro, il y a du classique monétaire, etc. Honnêtement, ça m'intéresse pas beaucoup parce que c'est des trucs où en ce moment, je passe beaucoup de temps à étudier les fonds obligataires et tout, mais finalement, c'est plus de travail que les fonds actions pour moins de renta. En fait, moi, ça m'intéresse pas. C'est vraiment une poche que je trouve rébarbative. Le seul truc que tu lui demandes, c'est de pas perdre et puis de gagner un peu. Et puis au final, tu fais plus de travail qu'à choisir un fonds action. Et donc tout le reste, c'est sur des ETF à indice large. Donc c'est le Graal, c'est le MSCI, le ACWI IMI. Donc tous les pays du monde, y compris petite capitalisation. Il y a peu d'ETF qui répliquent ça, puis c'est des ETF qui coûtent assez cher. Mais là, au moins, tu as toutes les entreprises du monde, absolument toutes. Et après, ouais, dans les indices mondes, il y en a des un peu moins larges, mais qui sont moins chers et plus accessibles. Donc faut panacher selon les courtiers, etc. Quand tu es sur des courtiers français, tu es plus sur Euronext Paris où le choix est quand même limité. Chez les courtiers étrangers, tu as accès à moins cher aux bourses allemandes où tu as des ETF intéressants aussi. Donc j'ai un mix de tout ça et j'essaie de diversifier les émetteurs par principe et de diversifier les courtiers parce que tu l'as vécu aussi, je crois, quand tu t'engueules avec une banque, soit pour une histoire de conformité, soit pour quoi que ce soit d'autre, ils sont susceptibles de tout bloquer pendant des mois. Et moi, j'ai aucun humour avec mon argent, donc je diversifie les banques et les courtiers. Ouais, en effet, il m'était arrivé un petit truc avec Saxo Bank où Ouais, ils avaient foiré une OST et pendant 6 mois, j'ai pas eu mon fric. Et ouais, voilà. c'est pas C'est pas agréable. très Même drôle. si on n'en a pas besoin, on n'aime pas cette situation. Ah, Et, mais t'es pas devenu riche parce que tu gérais mal, hein. et donc, Enfin, ça, du coup, c'est quoi tes courtiers, si tant est que tu penses que ça vaut la peine de le souligner? au spécial, enfin, bon, il y a Boursorama, il y a De Giro, il y a Saxo que j'aime beaucoup, hein, honnêtement, depuis qu'ils ont amélioré l'interface. Enfin, pour du passif comme moi, Saxo, c'est le meilleur que je connaisse. L'interface utilisateur est top. Il y a plein d'offres. Il y a plein de produits, je veux dire. Les prix sont très compétitifs. J'ai du Interactive Brokers, je déteste. Alors j'en ai parce que j'ai pas le choix, honnêtement, mais franchement, je trouve ça catastrophique au niveau interface utilisateur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Scalable Capital. Alors ça, c'est un truc allemand, mais c'est du
c'est du payment for order flow, donc c'est un peu particulier, c'est du courtage gratuit, mais il se paye sur le spread. Alors j'ai changé d'avis plusieurs fois, j'ai écrit sur le forum là-dessus. Bon, après à un moment, si tu veux, quand tu choisis de diversifier, de toute façon tu vas chez le courtier parce que tu as besoin de diversifier. Moi, je me suis fixé une enveloppe d'à peu près 1 million par courtier, donc à un moment tu veux pas dépasser non plus, quoi. Donc Ouais, mais ça, c'est pour nous qui avons la culture un peu ingénieur, on veut toujours tout optimiser, mais c'est vrai qu'à un moment donné, pour la diversification patrimoniale, faut accepter en fait d'être dans une situation sous-optimale pour être plus résilient en cas de galère. Parce que c'est effectivement, sinon, on peut être tenté de mettre tout sur le meilleur courtier tout à pour nos fait, besoins. Mais tout à fait. on se dit, ouais, mais s'il y a une galère, donc du coup, tu diversifies, puis tu vas en prendre un qui est moins bien, mais ouais, rationnellement, c'est un peu bizarre de dire: «Bon, bah, c'est moins bien, c'est sous-optimal, mais en même temps, c'est plus résilient». Donc ouais, Tout je à vois fait, tout à fait ce tout que à tu fait. veux dire. Parce que c'est pas le même risque que tu prends non plus, tu vois. Tu prends pas le même risque. Je sais que chez tel et tel courtier, j'ai une exécution moins bonne, donc je paye un peu plus cher en spread, donc ça me fait chier. Mais bon, quand tu fais pas d'opération, c'est pas trop grave. Donc je sais que je paye un peu plus cher, mais en échange, comme tu dis, bah, j'ai plus de résilience en cas d'histoire, quoi. Ouais. Tu pas de SCPI ou de trucs comme ça? Non, mon seul immobilier, c'est ma résidence principale, à contre-cœur, mais bon, voilà, on n'est pas obligé de vivre quelque part. Je suis pas du tout attiré par l'immobilier, les rendements sont catastrophiques, le risque est, enfin, bon, je ne comprends pas. Je fais une observation que les gens qui sont devenus riches sur le forum, avec l'immobilier, pour beaucoup, sont des gens qui ont fait les travaux eux-mêmes, et moi, je leur suggère qu'ils se sont plus enrichis finalement en faisant les travaux, que c'est là qu'a été la création de richesse, plus que sur l'investissement financier à proprement parler. Ah ouais, bah, il s'en cache pas. Si tu prends, Ah non, non, bien Philippe sûr, non, que non, j'avais mais interviewé, il te dit bien qu'il rachète des taudis et puis après, il fait du bricolage, c'est ça, hein. c'est ça. Mais en fait, tu t'en rends compte parce que quand tu vois le prix des artisans, tu vois, même moi, mon niveau de salaire délirant, en fait, le prix journalier que me facture un artisan, ça vaudrait pas ce coup de prendre du sans solde, hein. Mais ça ça C'est c'est astronomique. ça Le c'est coût économique des artisans, mais c'est de la folie furieuse. Et je sais bien qu'ils vivent pas tous hyper bien, mais c'est incroyable. Ils sont plus chers qu'un ingénieur qualifié. Mais ça, c'était assez drôle ce que tu as dit, parce que comme toi, moi aussi, je suis très frugal, etc. Je garde là, des habits, il faut vraiment que ce soit un peu des déchets avant que j'en change. Et des fois, je me dis, je dois être le millionnaire le plus mal habillé. Mais manifestement pas, vu que tu vois, on discute ensemble et puis je vois que tu as exactement le même truc. Donc, et, mais effectivement, une fois que tu achètes ta maison, ou un appart ouais, plus une maison, parce qu'un appartement, ça coûte moins cher et puis que tu as des travaux d'entretien à faire et que tu les délègues et le nombre de zéros, tout d'un coup, effectivement, c'est pas le même. Parce que Ouais, ouais. voilà, c'est ça et ça fait bizarre. C'est vrai que ça fait bizarre de se dire, «Ah bah tiens, je sais pas, là, faut que je refasse le portail ou je sais pas quoi. Bon ben, hop, ça c'est 5 000 balles» et puis et c'est vrai que ça quand on comptait, à la dizaine et puis tout d'un coup, on fait appel à C'est ça, des artisans, ça fait un peu c'est ça. bizarre. C'est ça. Même si tu fais pas appel à des artisans, parce qu'au final, les trucs sont extrêmement chers. Je veux dire, un portail, même juste la fourniture, tu à moins de 1 000 euros, t'auras rien, quoi. Donc, même si tu fais toi-même, en fait, tu t'apprends à compter différemment, c'est clair. Le souci avec le fait de faire en plus, et je trouve ça, c'est un problème intéressant quand tu as de l'argent, c'est que tu dis, je vais déployer mon argent pour acheter de la tranquillité. Et tu dis, ouais, je vais le faire, je serai pas emmerdé. Mais en fait, souvent, t'es emmerdé, en fait. Souvent, t'es emmerdé, et c'est même moins bien fait que ce que toi t'aurais fait, en t'y connaissant pas, mais en lisant la doc. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Alors, j'ai pas vécu que ça, mais j'ai vécu plusieurs fois des cas où, en faisant faire, ça m'a coûté très cher pour un truc qui était même pas bien fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas faut pas faire une délégation complète, c'est une délégation plus contrôle. Et c'est vrai que le contrôle, Ouais, il prend du temps. Et donc moi aussi, je fais appel à des artistes. Enfin, il y a je délègue des trucs, mais j'ai remarqué qu'il fallait que je sois là, en fait. Faut ouais. être là en Ah, mais moi, permanence pour que les types voient que tu es là. Si tu ouais, t'absentes, t'es pas tout à fait sûr de comme ça va se passer. tout à Par fait, contre, s'ils voient tout que tu à es dans fait, les parages et que toutes les 3 heures, tu veux leur demander si ça se passe bien, etc. Là, tu as beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose qui tout va à être fait, pas trop mal fait. Donc au tout à fait. final, ça prend quand même un petit peu de temps parce il faut être là. Et on est nombreux à l'avoir constaté, puisque j'ai discuté aussi avec d'autres gens qui ont fait des travaux chez eux, genre quelqu'un qui a refait sa salle de bain, il n'était pas là, il était allé Ouais. ailleurs, etc. Et après, quand il est revenu, ben c'était pas bien quoi ce qui avait été fait. C'est ça, c'est Donc, ça. ouais. Puis là, tu fais quoi? Tu dis, je vous paye pas tant que vous refaites pas, tu C'est vas ça. t'engueuler, c'est ta baraque. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et ça, je trouve que ça rejoint une des questions que moi j'ai quand tu as de l'argent, c'est finalement à quoi ça te sert? Parce que mon désir matériel, j'en ai pas. Et puis, de toute façon, même si je veux m'acheter une très belle voiture, t'inquiète pas, il en restera encore. Donc qu'est-ce que j'en fais?
Là, j'ai changé de PC récemment. D'ailleurs, j'ai agonisé pendant 3 jours sur est-ce que j'achète un ventilateur haut de gamme à 40 euros ou un pas cher à 20 euros. Mais à avoir du mal à m'endormir la nuit. Enfin, un truc. Bref. Et donc, quand tu as de l'argent, tu dis, bah, qu'est-ce que ça va m'acheter? Bon, alors, ça t'achète pas tellement la tranquillité avec les artisans, ça, on l'a C'est compris. vrai. Ouais. Tu te dis, bah, c'est pas grave, je m'en fous quand tu as des problèmes, je paye des avocats, mais en fait, tu te rends compte que les avocats, c'est le même problème que les artisans. Une fois C'est sur vrai. deux, enfin, tu sais que tu payes, par contre, une fois sur deux, tu as de la merde en retour. Donc, tu as le même problème, finalement, tu as déployé ton argent, mais tu pas acheté de la sérénité, c'est pas vrai. Tu as un problème médical, je crois qu'on en avait parlé tous les deux, mais en fait, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu as un meilleur accès à la médecine, en France en tout cas. Donc, tu as besoin d'un rendez-vous en urgence et tout, mais ça reste, alors c'est plus simple certes, mais enfin, ça reste quand même compliqué. Et au final, tu te retrouves quand même à être soumis à tout un tas de trucs. Alors bon, les lois françaises, ok, mais tu peux aussi être soumis à un voisin qui t'emmerde, qui fait du bruit, à ce genre de choses. Et en fait, tu n'as aucun moyen de déployer ton argent pour en faire quelque chose. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question à quoi ça sert d'en avoir au-delà d'un certain seuil, quoi. Ouais, et ben je suis arrivé exactement aux mêmes conclusions. Et du coup, effectivement, je me suis demandé, je me suis dit, bah, peut-être que tu n'en as pas assez. Parce que, Ouais, par exemple, je doute que Bernard Arnault, il se fasse chier à contrôler les artisans qui vont aller rénover son château ou pas, tu vois. Donc, en fait, il faut payer quelqu'un en plus qui va faire le ouais. contrôle. Mais du coup, ça coûte encore plus cher. Donc, je pense qu'en fait, en fait, on n'a pas encore assez d'argent. Ouais, c'est Ben, ça. pour connaître quelqu'un avec un zéro de plus qui a fait rénover, le fait d'avoir de l'argent, de payer très bien, de laisser les artisans marger et de payer quelqu'un pour contrôler, en fait, ils l'ont pris pour un pigeon, ils ont fait la même merde, mais en margeant 2 fois plus. Donc, il manque peut-être encore un zéro, hein, mais je suis même pas sûr que ça soit vrai. T'as un problème qu'il faut trouver les gens, et je pense que à un moment de revenu, si tu commences, ou de patrimoine, si tu commences à dire, moi j'ai de l'argent, je paye, je veux que ça soit bien, malheureusement, tu vas attirer des prédateurs. Tu vas attirer des gens qui vont avoir compris qu'ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup pour faire quelque chose et te facturer très cher. Et donc, je suis d'accord que tu as sûrement une meilleure qualité à un moment quand même en mettant 100 fois plus cher, ça c'est sûr, mais pas du tout en proportion du surcoût. Ouais. Alors, en tout cas, moi, du coup, ce que j'ai compris, c'est que avoir beaucoup d'argent, par contre, ça te libère du stress. Par exemple, tu vois, quand j'avais eu mal au dos et que ça avait été compliqué pour moi d'être derrière l'ordi et tout ça, je me suis dit, bon, bah, au pire, j'ai l'argent, quoi. Mais c'est Ouais, vrai qu'en tout à fait. termes de, euh, c- ça va faire que j'ai plein de soucis du quotidien qui vont disparaître parce que je paye. Effectivement, non, ça marche pas, en fait. C'est Non, pas tout. non, non, en fait, ça te donne du fuck you money, ils appellent ça, les Américains. Ça te permet de dire fuck you aux gens, sauf que des fois, tu as besoin d'eux. Donc, en fait, ça marche pas toujours. Eh oui. Eh mais alors après, ça, je sais pas si c'est spécifique à la France ou si peut-être aux États-Unis, il y a plus cette idée où quand tu payes, tu as un meilleur service et donc là, tu as une vraie délégation de service. Alors qu'en France, effectivement, tu n'as pas cette délégation. Tu es Ouais, bien obligé de contrôler. Je ne sais pas. Ouais. ouais, je sais pas non plus, j'ai pas la réponse. Ok. Et du coup, tu as dit que ton papa, il avait monté une boîte. Est-ce que tu veux Ouais, discuter de ce sujet-là? Parce que donc, tout à fait. et- Alors, oui, il a créé une société technologique sur un secteur à forte marge. La boîte existe toujours, elle a un certain nombre d'années maintenant, puisqu'il a créé quand j'étais petit. Et bah, elle a très bien marché. Et donc, bah, effectivement, j'ai vu mes parents devenir riches, mais vraiment riches, et changer un petit peu leur mode de vie, mais finalement un peu comme toi et moi. Enfin, mon père, si ma mère le forçait pas, il garderait les jeans troués aussi. Enfin, il en a encore, hein. Alors que bon, enfin, je veux dire en termes de somme, voilà. Donc j'ai vu ça se produire. Et bah, aujourd'hui, en fait, ça pollue. Alors, je m'entends pas mal avec ma famille, c'est pas ça, mais ça a menacé quand même de polluer pas mal les relations familiales parce que en vieillissant, le chef d'entreprise, il souhaite quand même préparer la transmission. Mais comme beaucoup, je pense, il veut transmettre, mais il veut garder tout le contrôle. Et moi, j'ai jamais accepté d'être sous les ordres de quelqu'un. Ou voilà, je sais pas pour accepter d'être sous les ordres de mon père pour avoir de l'argent dont j'ai pas besoin à 30 ans passés, quoi. Et donc il y a eu un moment de tension. On avait parlé de est-ce que tu vas reprendre, etc. Et, 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 et moi, je n'ai jamais dit franchement, je reprends, mais si t'es pas là, quoi. Parce qu'il n'y a pas de solution pour ça. Je veux dire, voilà, lui il veut rester, c'est son droit, c'est sa société, voilà. Donc on a eu un transfert, on a eu une donation en partage de parts, on a eu une sortie de fonds un petit peu, qui en gros représente en termes de gains à peu près la moitié de mon patrimoine actuel provient de ça. Donc il y a la moitié qui a été gagnée par le travail, puis il y a la moitié qui provient de l'héritage. J'ai pas trop de
Mais tu vois, on parle de la prison dorée, etc. Mais en fait, euh, finalement, il y a encore plus obscène quelque part. Il y a encore plus obscène. De ça, j'ai carrément rien fait pour mériter. Alors, j'ai carrément rien fait. J'ai pas de relation familiale très normale avec mes parents parce que la boîte a bouffé toute l'existence de mon père. Donc, je pense que j'ai pas tout à fait. Enfin, j'en ai quand même payé le prix, mais l'héritage, t'as encore moins fait pour mériter que le travail, quoi. Et donc là, t'as des sommes qui tombent qui représentent, boum, tout ce que t'as économisé depuis 10 ans. Ah, bon, pareil, j'en sais rien, mais pareil, ton positionnement là-dessus, il est un peu délicat. Alors moi, j'ai très rapidement pris la décision qu'il était hors de question que ça me pollue mes relations familiales qui sont correctes mais pas exceptionnelles. J'ai décidé que c'était hors de question que ça me pollue. Donc quand on m'a proposé plus ou moins des rôles dans la boîte et tout, moi j'ai compris que mon rôle, si tu veux, c'était, il me demande mon avis sur un truc, je lui dis que c'est une très bonne idée et ça s'arrête là. Voilà. Donc on est sur cette base de fonctionnement là et comme ça ils se sont pas menacés, il est au contrôle jusqu'au bout et puis voilà. OK, mais alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc, tu envisages à un moment donné, du coup, de reprendre la Non. gérance de la boîte ou pas alors? Non, 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 non. Alors, non, non, je pense pas. Après, si tu veux, je ferai l'inventaire le jour où la question se pose. Moi, mes parents sont pas âgés. Voilà, je veux dire, il leur reste 20 ans d'espérance de vie. Bon, je veux dire, 20 ans, c'est long. Donc, le jour où la question se posera, je regarderai. Mais je pense pas. Je pense pas parce que pour moi, d'ici là, si tu veux, je serais déjà passé à l'étape suivante de ma vie professionnelle. Puisque, comme je t'ai dit, d'ici 2 ans, moi, je vais arrêter d'être salarié comme ça. Je vais lancer mon petit truc à côté pour faire un peu d'ingénierie inverse, un peu d'ingénierie. Je voulais créer, j'aurais fait mieux SARL pour. Tu viens me voir avec un problème et je t'explique pourquoi les gens qui te l'ont fait, ils l'ont mal fait. C'est ça, limite, je le ferai gratuitement d'ailleurs. Donc, je vais lancer un truc comme ça et je pense que d'ici 10-15 ans, j'aurai un truc comme ça qui fonctionne et du coup, non, ça sera pas le sujet. Non, en fait, j'en parle parce que j'en parlais pas trop sur le forum, etc. Mais j'en parle juste pour mentionner qu'il y a ce volet héritage dans le truc qui, qui ne m'a pas changé, enfin, qui change le montant, mais qui change pas tellement la caractéristique. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir un travail qui était tellement rémunérateur que j'ai acquis mon indépendance financière comme ça. Et puis par-dessus, bah, j'ai eu la chance de toucher une somme supplémentaire qui est très significative. Mais je trouve que ça informe, si tu veux, la question vraiment de la psychologie de arrêter de travailler et des relations bah, aux amis, à la famille, aux proches, etc. Parce que bah, c'est encore un truc qui t'est tombé dessus que t'as rien fait pour le mériter, quoi. Donc, Bah, disons que là, ça- dans ton histoire, c'est surtout prégnant parce que ta femme travaille dur et ouais, finalement, tu vois que ce qu'elle, en termes de rentrée d'argent, bah, c'est infinitésimal par rapport à toi, en fait. Donc, tous les ouais, jours, ça te ouais. renvoie un peu, ça te renvoie le truc, quoi. Alors, moi, je suis pas. Si tu veux, l'intérêt, c'est que n'étant pas très attaché à l'argent en termes de position, statut, etc. Je pense pas que ça me donne une attitude particulièrement odieuse avec elle, mais je sais qu'elle, elle le vit quand même mal, et c'est normal. Et quand à un moment j'ai parlé de passer à temps partiel, etc., elle a hyper mal réagi parce que bah, c'est injuste que moi je puisse le faire et pas elle. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est juste de lui dire, bah, t'inquiète, arrête de travailler, je te file de l'argent de poche tous les mois, de toute façon j'ai les moyens. Je suis pas sûr que ça soit très juste non plus parce qu'après ça met un déséquilibre énorme dans la relation. Nous, on est une relation relativement jeune, ça doit faire 3-4 ans qu'on est ensemble. À la limite, ça ferait 20 ans. Bon, voilà. Là, je pense que je pense qu'il n'y a pas de solution très saine face à ce problème. Et ce qu'on a déployé aujourd'hui, c'est pas idéal, mais je suis pas sûr qu'il y ait de solution parfaite. OK. Tu sais si ton papa a été approché, pour, vendre sa boîte, à des tiers? Oui, 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 bien sûr, j'ai participé aussi. J'ai participé aussi. Alors le problème des ventes, c'est qu'ils veulent racheter le contrôle. Donc moi, très rapidement, qui était assis à la table, j'ai dit, soit devant mon père, soit quand il était parti, j'ai dit de toute façon, le contrôle n'est pas à vendre. Et en général, les discussions s'arrêtent là. OK. Et en général, les discussions s'arrêtent là. En plus, les financiers qui te rachètent, c'est quand même une mentalité particulière. Ils te rachètent pour, enfin, ils vont pas faire du bien à la boîte, quoi. Enfin, ils te rachètent pour dégager des rendements avec il y en a qui voulaient faire de leverage buyout, d'endetter la boîte sur 20 ans. Mais c'est des conneries, c'est de l'ingénierie financière pour gagner de l'argent. Mais tu sens que les mecs, ils sont motivés que par l'argent, quoi. Et quand tu as créé, alors je peux pas parler pour mon père, mais je pense qu'il a quand même envie de faire des meilleurs produits, de prendre des nouveaux marchés, des choses comme ça, tu vois. Quand tu as des gens qui ne te voient que par le prisme de l'argent, en fait, quelle que soit la valeur qu'ils te proposent, ça t'intéresse pas forcément, quoi. OK. Dans le plan de l'interview, tu m'avais dit que tu voulais éventuellement parler du pacte Dutreil et de ses implications?
Non, en fait, on a couvert le truc. Non, non, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Le pacte du Trail, c'est un truc qui permet de réduire les droits de donation quand tu transmets une entreprise à tes enfants, à condition que tu aies le contrôle et qu'ils les détiennent pendant un certain temps. Non, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Non, non. Ok. Je Là, pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. d'accord. T'as pas parlé d'avoir si t'as des enfants ou si tu veux en avoir, et Ouais. éventuellement de toi, ce que tu leur transmettrais. Alors, j'ai un enfant et j'en aurai pas d'autres puisque j'ai fait une vasectomie. Excellente Ah décision de ma merde, part. Comme ça, je tous suis les pas détails. emmerdé. Ah ouais. Bah écoute, non, c'est marrant parce que ça c'est un truc qui met les gens émotionnellement mal à l'aise. Donc moi j'adore mettre les pieds dans le plat. Je trouve que ça devrait être un truc normalisé en fait. La contraception dans le couple, le plus simple qui soit, si t'es sûr de plus vouloir d'enfants au niveau du couple, le plus simple qui soit, c'est ça. La procédure elle est super light. Après t'es plus emmerdé. Tous les trucs qu'on fait aux femmes, c'est plus intrusif. Quand t'apprends la pilule toute la vie, bon bah il y en a pour qui ça marche, mais enfin quand ça fonctionne pas bien, c'est quand même une bonne réponse. Donc je trouve qu'on devrait le normaliser. Donc j'essaie de le normaliser. Donc oui, j'ai un enfant, il a 8 ans. On est séparés avec sa mère, ça s'est mal passé. Moi, ce que j'essaie de lui transmettre, c'est quoi? C'est vrai que c'est un sujet compliqué parce que déjà, papa travaille, c'est un peu compliqué pour lui parce que papa, il est assis à l'ordi à la maison. Alors des fois, il est pas en caleçon, mais enfin bon, globalement, le travail, ça lui donne une vision un peu bizarre. Puis papa, il gagne quand même pas mal d'argent. Je ne lui parle pas d'argent, mais bon, il voit bien qu'on a une belle maison, etc. Alors, ce qui m'aide beaucoup, c'est que vu que je dépense peu, on va pas au resto, on part pas en vacances. J'ai acheté une voiture électrique d'occasion à 23 000 euros, mais tu vois, c'est pas une Porsche, c'est pas, voilà. On a une belle maison, mais les maisons étant horriblement chères à Bordeaux, en fait, ça vaut pas ce que ça m'a coûté. Donc, c'est pas forcément flagrant que ça vaut cher pour quelqu'un qui connaît pas le marché. Tu vois, je pense que lui, il a pas la notion que je suis vraiment, enfin que j'ai vraiment de l'argent, quoi. Je m'y accroche particulièrement parce que je veux pas me retrouver avec quelqu'un qui soit apprend à ne rien faire de sa vie, soit apprend à tout flamber, quoi. C'est les deux choses que j'essaie de transmettre. L'argent, c'est précieux. Quand on n'en a pas besoin, on le met de côté. Et j'aimerais qu'on évite de dépenser trop, de transmettre ces choses-là. Voilà. Ce qui est un peu compliqué, c'est que du côté de sa mère, depuis la séparation, il y a un phénomène de déclassement social qui se produit et que elle, par contre, elle est vraiment dans une mentalité de victimisation à fond. Donc, elle est ingénieure, mais ça lui allait pas, donc elle est devenue prof des écoles et puis elle travaille encore trop, donc elle est à temps partiel. Bon, ben forcément, le salaire il suit quoi, et pas vers le haut. Et puis, bah, ça lui va bien d'expliquer que tout ce qui lui arrive, à savoir le manque d'argent et de bonheur, c'est la faute des autres, c'est la faute de plein de trucs. Et donc, ça met, en fait, moi, je suis obligé de ramener à contre-courant un petit peu sur une mentalité de l'autre côté qui est un peu problématique. Et je pense qu'il y a un conflit de loyauté de classe sociale chez elle, en fait, parce que sa famille, bah, c'est des gens qui n'ont pas fait d'études, qui gagnent pas grand-chose, et qui sont un peu, il y en a quand même, faut le dire, qui sont un peu paresseux, quoi, enfin, qui se foulent pas trop. Et ben, ça leur va bien d'expliquer que rien n'est de leur faute, quoi, et que c'est parce que le monde est injuste, c'est parce que Macron, c'est parce que machin. Euh, et je pense que malheureusement, par loyauté envers sa famille, elle retourne un peu vers cette mentalité-là. Et je la trouve extrêmement dangereuse avec un enfant qui potentiellement va hériter de sommes importantes. Donc, bon, on n'en est pas là, mais il aurait fait sa vie bien avant d'hériter, normalement, sauf si je me retrouve trop. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel je m'interroge pas mal, et notamment l'hypothèse d'arrêter de travailler. Je la vois aussi du point de vue de l'enfant qui voit que tu travailles pas. Alors, je pense que je le présenterai pas comme arrêter de travailler. Je le présenterai ni à ma partenaire ni à mon fils comme arrêter de travailler, parce que dans les deux cas, ça serait problématique, lui pour son éducation et elle dans notre relation. Ouais. De toute façon, tu t'as pas prévu d'arrêter de travailler, tu as prévu de changer de boîte et de monter ton projet. C'est Ouais, pas arrêter non, de mais travailler. oui, mais c'est quoi, enfin, oui, mais si je fais très peu de chiffre d'affaires, je m'en fous, donc ça revient un peu au même, quoi. Enfin, Ouais, mais là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça quand on gagne beaucoup d'argent avec son travail. Après, si on fait un travail qui rapporte pas d'argent, pas beaucoup, ou un travail entrepreneurial qui marche pas bien, tu vois, tu peux te dire que tu travailles pas, alors qu'en réalité, ouais, si tu travailles, c'est juste que oui, 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 non, mais bien sûr, bien ça sûr, rapporte pas bien sûr, beaucoup bien sûr, d'argent, mais tu travailles quand même. tout Mais à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai. je voulais dire au niveau de l'éducation, donc puisque tu as dit au début qu'effectivement tu avais vu l'importance du diplôme d'ingénieur, etc., est-ce que tu as Ouais. déjà un petit peu réfléchi à quel parcours scolaire ton enfant allait faire? Est-ce que tu vas lui mettre la pression, genre je dis au hasard, pour qu'il fasse Polytechnique ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que voilà, tu es plus
Montessori et s'il aime bien, je sais pas moi, jouer de la clarinette, il fera de la clarinette, etc. Tu vois comment tu vois le truc? Ça, c'est intéressant parce qu'il est en école Montessori et joue de la clarinette. Je crois pas que la clarinette, j'en ai parlé sur le forum. Non. J'ai joué de la clarinette aussi quand j'étais petit, mais parce que c'était un élément de sélection sociale dans ce qui est nécessaire pour aller dans les bonnes écoles, etc. Ah, Moi, bah. j'ai détesté ça. Je suis très heureux de voir que mon fils, en deuxième année de clarinette, semble y prendre du plaisir. Mais c'est également un outil de sélection sociale. La société. Excuse-moi, mais toi, t'as fait clarinette, moi j'ai fait allemand première langue, mais peut-être que j'aurais Mais moi préféré aussi, mon cher. clarinette. Mais moi aussi. Non, non, mais c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux. C'est allemand, c'est musique, c'est latin et grec, s'il te plaît. Il faut tout prendre. La société, particulièrement sur les enfants, c'est un énorme concours de sélection sociale et on te l'explique pas. Et moi, je vois la différence entre moi qui le sais et ma femme qui vient d'un milieu qui ne le sait pas. C'est moi qui lui ai dit, il faut que tes filles fassent allemand première langue pour être dans une bonne classe. Mais en fait, tout le monde le sait, ceux qui sont déjà du milieu. Mais si tu l'es pas, tu le sais pas. Et tu fais pas allemand pour apprendre l'allemand, tu t'en fous. Enfin, voilà, tu fais allemand parce que ça te permet d'être dans la bonne classe et parce que c'est les bonnes classes de sélection sociale qui, mises bout à bout, te permettront d'accéder aux postes les plus privilégiés dans Mais la donc société. là, ce que tu dis, c'est que cette histoire de faire allemand et latin grec, donc qui était vrai dans Ouais, les années 90, c'est encore vrai aujourd'hui? absolument, Ah, absolument. Ben, après, si tu réfléchis au pourquoi, c'est normal. Je veux dire, il y a les meilleures places dans la société, il y en a un certain nombre par rapport à beaucoup de gens qui les veulent, donc il faut un mécanisme de sélection. Est-ce que les mécanismes de sélection en France ont beaucoup changé en 30 ans? Je suis pas convaincu. Donc c'est assez logique de se dire qu'effectivement ça continue. Donc pour répondre à ta question, mon fils est en école Montessori parce que sa mère y tenait beaucoup et que en maternelle, je suis convaincu que c'est une pédagogie qui est supérieure. Je suis moins convaincu sur l'élémentaire et évidemment par la suite absolument pas. Aujourd'hui, on a des gros désaccords éducatifs, notamment là-dessus. Moi, je ne souhaite pas, je me lève pas le matin en me disant il faut que mon fils fasse Polytechnique. Je pense que ça serait difficile pour moi de l'y mettre, pour connaître pas mal de gens qui ont fait Polytechnique centrale, etc. D'abord, ça leur donne un niveau d'arrogance incroyable. J'ai pas envie de transmettre ça à quiconque. Et deuxièmement, c'est beaucoup de travail de les y mettre. C'est des gens qui l'ont déjà fait et qui, dès l'âge de 4 ans, ont décidé que leur gosse, il irait faire centrale, etc. Et pourquoi faire? Et pourquoi faire? Moi, je souhaite qu'il puisse. Alors, je pense, je serais plus à l'aise s'il faisait une profession technique que médicale du fait de mon métier. Je souhaite qu'il aille le plus loin possible intellectuellement et en termes de diplôme, qu'il lui soit possible et qui lui permette d'atterrir à une position intéressante. Tu n'as pas besoin de faire Polytechnique pour atterrir à une position intéressante. Je pense qu'il faut pas en faire un gamin qui travaille tout le temps. Faut pas demander du 20 sur 20 tout le temps. Faut être très performant dans le système de sélection sociale tel qu'il est, mais pas forcément chercher à viser la première place. Mhm. Et t'as dit que t'avais sauté une classe quand t'étais Oui, adolescent, c'est laquelle que t'as sauté? j'ai sauté le CP. La question s'est posée pour mon fils récemment. Sa mère s'y oppose. On a un gros conflit là-dessus, mais je pense que malheureusement, il va se résoudre en ma défaveur. Oui, j'ai sauté le CP parce que j'étais bon en classe. Je regrette beaucoup de ne pas avoir sauté une, voire deux classes de plus. Concrètement, au collège, tu fous rien, donc pratiquement, j'aurais pu tout sauter, ça marchait aussi. Ça me sortait de prison plus tôt. Je souhaite, l'enseignant proposant ça pour mon fils, je pense que c'est une opportunité pour lui aussi de sortir de prison plus tôt. Bon, apparemment, sa mère ne veut pas puisqu'elle est dans ce conformisme, ce conformisme qui est cohérent avec sa pratiquement volonté de déclassement social. En fait, enfin moi, j'interprète comme ça. Ok. Et comme tu es en télétravail depuis longtemps, Tu vois, elle me dit, je suis ingénieur, ça m'a pas rendue heureuse. Donc, être ingénieur, c'est mal. Mhm. Je dis, putain, mais t'as rien compris en fait. Enfin, c'est pas parce que là, tu n'as pas de chance que voilà, c'est ce genre de choses qui est difficile pour moi à entendre. Et c'est ce genre de propos-là que j'entends. Et à côté, j'ai ma femme qui a pas fait d'études, qui regrette, enfin, qui a pas fait autant d'études qu'elle aurait pu, qui regrette énormément de pas en avoir fait plus, qui va passer sa vie à ramer pour atteindre les 2 000 € par mois. Ben, je peux dire qu'elle ne cracherait pas sur le diplôme d'ingé. Mais enfin, bon, bref. Excuse-moi, tu disais. Je disais, ouais, parce que je veux pas trop que tu te focalises sur ton examen. Euh, je disais, ouais, ça fait longtemps que tu es en télétravail et Ouais. donc je voulais savoir si au niveau de tes relations sociales, enfin si tu as beaucoup d'amis ou tout ça, ouais, est-ce que à un moment donné, tu sens que le télétravail t'a isolé un peu et de temps en temps, tu as des regrets, même si tu préfères travailler de chez toi, Mhm. j'ai bien compris. Est-ce que des fois, tu sens qu'il y a un petit manque quand même avec le télétravail au niveau des relations sociales? Non. D'abord, je suis quand même assez solitaire globalement. Ensuite, tes collègues, c'est pas forcément tes amis. Comme je te disais, moi, chez mon employeur actuel, quand j'y suis allé, ben, j'ai compris que clairement, à part parler travail et encore, on n'avait pas parlé grand-chose. Donc, le contact social pour moi au travail, enfin, tu as le contact purement humain de salut, ça va, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, mais
Sinon, ça m'apporte pas beaucoup de manque. Par ailleurs, alors je sais pas comment tu comptes les amis, si c'est beaucoup ou pas, mais j'ai quelques amis. Je maintiens des relations avec eux. C'est un effort délibéré des fois parce que au fur et à mesure que tu avances en âge, des fois tu t'éloignes un peu, tu te rapproches un peu, puis des fois tu t'éloignes pendant 3 ans, puis tu te rapproches après. Voilà, j'ai un copain qui s'est marié 3 jours après que moi j'ai la nouvelle que je me retrouve au tribunal pour la séparation. Bon, c'est pas un moment où tu peux sincèrement lui souhaiter tu peux lui dire sincèrement que tu es heureux pour lui. Bon, ça nous a un peu éloigné pendant 1 an ou 2, quoi. Bon, c'est à ce genre de choses qui se produisent. Mais bon, j'ai quelques amis, je sais pas, 4-5, dont un ou deux proches, quoi. 3, ouais. Ok, mais ça, c'est des gens que tu connaissais déjà avant le télétravail et tout ça? Ouais. Alors, pour l'essentiel, c'est du parcours scolaire, hein, comme beaucoup de gens, je pense. Et j'ai des amis que j'ai rencontrés sur Internet, avec qui on se parle tous les jours depuis 15 ans, et je pense qu'on s'est vu 2 fois. Ouais. Mais c'est des amis. Ok, Mais c'est ok. des amis. Ok, donc en gros, si je résume, c'est le parcours scolaire et puis des gens de l'internet. Voilà, c'est pour. C'est ça. De toute façon, vu que je sors pas en d'autres circonstances, Bah, voilà, voilà, c'est. c'était ça, Je quoi. vais même plus au supermarché, maintenant ils font les drives, donc voilà, c'est. OK. Et est-ce que d'ailleurs le fait d'être en télétravail, je reste là-dessus, vu que Mmh. là c'est assez il y a un peu plus de gens qui le sont, mais peut-être pas depuis autant de temps que toi. Est-ce que tu trouves que physiquement, tu t'es sédentarisé parce que, tu as même plus à devoir marcher pour aller jusqu'au bureau ou quelque chose comme ça? Comment tu gères le fait de passer beaucoup de temps chez toi, derrière l'ordi? En fait, est-ce que tu te Alors, forces à aller dehors, je et tiens pas en cetera? place. Je tiens pas en place. Là, depuis tout à l'heure qu'on parle, j'ai pas arrêté de marcher. C'est tout le temps comme ça. Donc, déjà, voilà, je suis physiquement actif, mais pour pas grand-chose, mais je marche beaucoup dans la maison. Je suis pas un grand sportif, mais quand il fait beau, je vais faire du vélo, je vais chercher mon fils à vélo, je vais faire un tour de vélo, je me fais 40 minutes, un bon cardio. Je fais pas du grand sport, tu vois, mais je me maintiens en forme. Je sais par exemple qu'au sortir d'hiver, alors étonnamment pas cette année, mais souvent j'ai un peu mal au dos parce que je pense que je perds un peu en musculature au niveau du dos. Et quand je me remets au vélo au printemps, parce qu'en hiver je suis une flemme, hein, quand je me remets au vélo au printemps, je me remuscle et ça va mieux. Donc il y a un petit truc là-dessus, mais non, globalement, je suis relativement actif, ne serait-ce que qu'en marche, etc. Je fais un petit peu de sport à côté et puis voilà, quoi. Mais j'ai pas trouvé que ça changeait grand-chose. OK. Bah, de toute façon, je sens là que, il faut bientôt que ça se termine parce que tes réponses sont déjà un peu plus courtes. Ah, Et alors désolé. non, non, mais c'est normal. Alors, je finis sur un Non, mais on dernier est sujet. parti d'un truc qui était vachement engageant psychologiquement pour moi. Et c'est vrai que sur le sujet du sport, bon, ma réponse elle est plus bateau, mais Bien je sais. sûr, Voilà. bien sûr. Et alors, il y a donc tu as dit que tu gagnais, pas mal d'argent, mais Mhm. par contre, comment tu gères mentalement ce qui se passe, actuellement en France, le sujet des impôts et cetera? Est-ce que, des fois ça te fait péter un câble ou est-ce que tu te dis: «Bon, bah, je gagne de l'argent, je paye mes impôts, je fais pas plus d'optimisation que ça et cetera»? Est-ce que c'est un sujet pour toi, la pression fiscale, supposée ou réelle en France? Ah, bon, alors, elle est pas supposée, elle est réelle et elle est astronomique. Euh, En temps normal, je l'ignore. Je pense que notre pays va dans le mur. Je pense qu'on est dans un pays qui est un ancien pays riche, qui dépense comme un ancien pays riche et qui est en voie de paupérisation. Et j'entends que on va taper sur les riches autant que possible, plutôt que de se poser les questions de pourquoi notre économie produit plus rien. Donc je pense qu'on va un peu dans le mur. À la base, je voulais pas d'enfants en bonne partie à cause de ça. Ça, c'était déjà il y a 10 ans, hein. Donc je suis pas très optimiste. Par contre, je vois pas ce que je peux y faire. Donc ça m'empêche pas de dormir la nuit, honnêtement. Je pense qu'on est dans la merde, voilà, c'est tout. Mais de toute façon, je peux rien y faire et bon, voilà. Après, la pression fiscale, par contre, il y a des moments où tu la ressens. Quand tu te prends un contrôle fiscal, comme l'autre jour, bon, c'était une erreur de déclaration. C'est même pas moi qui l'ai faite en plus, mais il y avait une erreur. Bon, tu as un contrôle, tu comprends que les pénalités, on va te les mettre, même si tu étais de bonne foi, parce que l'État a besoin d'argent. Voilà, quand tu reçois un avis de taxe d'habitation pour un logement que tu occupes plus depuis 3 ans, c'est une erreur. Ouais, ça à mon œil, parce qu'ils en ont envoyé 1 million à des poussières. Je pense que c'est pas tout à fait une erreur. Donc, il y a des trucs comme ça qui m'agacent. Après, je trouve que c'est normal sur le principe de payer ses impôts. Je voudrais quand même compléter ma réponse sur un point qui est important parce qu'on n'en parle pas assez. Il n'y a pas que les riches qui payent des impôts en France. Et en fait, si tu regardes tout compris, j'en ai parlé sur le forum, mais j'ai pas bien détaillé les calculs. Si tu regardes tout compris, en fait, les gens pauvres payent plus d'impôts en taux marginal que les riches. Pourquoi? Parce que quand tu gagnes 1 euro de plus, on t'enlève 1 euro d'aide. Alors c'est pas tout à fait ça, mais on n'en est pas loin. Et donc dans les faits, quand tu es tout en bas de l'échelle de revenus, que tu as beaucoup d'aide, tu as un taux effectif d'imposition tout compris qui est supérieur à celui d'une personne riche qui va payer les 45%. Et ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez parce que ça crée des trappes à salaire. C'est-à-dire que tu as les gens qui bossent pas, qui sont à la maison toute la journée avec un niveau de vie convenable parce qu'on a un système social qui est construit pour ça. Et tu as les gens qui bossent à côté
à qui on empêche de s'en sortir, parce que toute augmentation de salaire passera dans le système social de toute façon. Et donc, en fait, il n'y a pas qu'aux riches qu'on prend. Et donc, je trouve que cette discussion, on se focalise beaucoup sur l'impôt sur le revenu, mais c'est pas le premier revenu de l'État français d'abord. Et deuxièmement, ça parle trop des riches, alors qu'en fait, le souci qu'on a, il est global. C'est globalement dans l'économie, on prélève trop sur les gens, et on prélève également beaucoup trop sur les gens qui sont en bas de l'échelle des revenus. Alors, pas sur l'IRPP à proprement parler, puisqu'ils le payent en général pas ou très peu, mais sur la suppression des aides. Et ça, je le sais parce qu'on a fait ce calcul avec ma femme. Quand on a emménagé ensemble, on fait une imposition commune, on fait une énorme économie sur l'impôt, évidemment. Elle m'a dit, ouais, mais moi, je perds toutes les aides. Elle m'a posé le calcul, c'est hallucinant. Ouais, mais à la fin, moi je trouve qu'on en parle. Enfin, j'écoute des podcasts et ce truc de la trappe au bas salaire et aux aides que tu perds si tu gagnes un petit peu plus, etc. Non, si ça, enfin, moi j'en ai entendu parler des tas de fois. Il y a le Ouais, truc assez classique qui dit que quelqu'un qui est rémunéré au SMIC ou pro du SMIC, pour qu'il gagne 100 euros de plus de manière effective, en gros, faut que l'employeur il lui donne, faut qu'il coûte 400 euros de plus à l'employeur quand tu intègres effectivement toutes les aides qu'il perdra parce qu'il va augmenter, etc. Et au final, c'est pour ça. retrouver le bon net, faut que l'employeur l'augmente beaucoup plus que les 100 C'est ça. euros. Hein. Puis il faut tout compter. Tu as le coût de la cantine, tu as l'école de musique. L'école de musique, quand tu es un gosse de riche, tu la payes 5 ou 10 fois plus cher. Mais c'est quoi la justification, en fait? Ouais, ben ça c'est effectivement, ça c'est ce que j'ai remarqué par rapport aux années 90, c'est que petit à petit, il y a plein de dépenses liées aux enfants qui sont devenues liées aux revenus. Et effectivement, ne serait-ce que Ouais, la cantine scolaire, tu payes pas le même prix selon tes revenus. Alors bien, pas bien, peu importe. Mais c'est vrai que du coup, si tes revenus augmentent, et ben si après la cantine scolaire de ton gosse augmente, on retombe dans ce que tu avais décrit précédemment, quoi. mais ça affecte surtout les riches, en fait. Et t'as aussi le cas sur les pauvres. Moi, quand ma femme était toute seule, elle m'a dit qu'à une époque, elle faisait de l'intérim pour gagner plus, et qu'en fait, ça lui a sucré la prime d'activité, et qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle travaillait 10 heures de plus par mois pour zéro, pour littéralement zéro. Hein, hein. Et donc, t'as jamais pensé à t'expatrier vu que tu es en télétravail ou quelque chose, d'aller voir dans un autre pays ou tu es bien à Bordeaux? Moi, je suis pas un grand voyageur. J'ai des amis ici. Étant timide, j'ai du mal à me faire des amis, donc je suis content d'avoir mon tissu social ici. Je me vois mal m'intégrer ailleurs. Les USA, ça a été une possibilité, mais déjà à l'époque, je souhaitais pas y aller. Alors, je peux dire qu'aujourd'hui, ça risque pas. Hein. Pas envie d'agrandir l'hégémonie d'un truc comme ça. Non, je suis bien où je suis. C'est juste que je paye très cher pour ce que j'ai et que ça va se dégrader. Mais je me dis que j'aurai toujours les moyens de partir. Je me trompe peut-être que demain on va me prendre tout ce que j'ai et que tous ceux qui ont flambé depuis 15 ans et qui au final auront le même patrimoine mais qui sera pas liquide, peut-être qu'eux ils s'en sortiront bien. C'est possible. Hein, hein. Ok, bah écoute, on arrive à la fin de l'interview. Alors, quelques sujets sur lesquels tu pourrais rebondir, tu pourrais Ouais, raconter depuis quand tu es sur le forum et qu'est-ce que le forum t'a apporté, ou si tu as des lectures que tu aimes bien, ou des films, ou que sais-je, un espèce d'élargissement. ouais. Alors le forum, je pense que ça doit être 2016. Je pense que j'ai dû poster plus en immobilier locatif qu'ailleurs, parce qu'à l'époque, je me formais là-dessus. Ça m'a appris à calculer une rentabilité, ça m'a appris à me rendre compte qu'elle était mauvaise et du coup à laisser tomber. Non, le forum, en question juridique, le sujet, c'est pratique et le ton général du forum est extrêmement sain. Et c'est jamais parfait, mais c'est extrêmement sain par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et je trouve que c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où quand tu viens demander un conseil, tu te fais jeter direct. Je pense à Forum Construire, par exemple, où les débutants, ils vont pour se faire engueuler. Bon, tu poses une question ou deux, puis après, tu as compris que c'était pas pour toi. Donc, je trouve que le forum apporte beaucoup sur plein de choses. Aujourd'hui, moi, j'en retire plus grand-chose. Euh, j'ai du mal à conseiller les gens parce que de toute façon mon conseil c'est tout le temps le même, hein, c'est un ETF World machin, bon voilà ça tient en deux lignes, donc j'ai pas grand chose d'utile à raconter finalement là-dessus parce que c'est simple ce que moi j'ai à partager. Je m'en sers un peu par contre pour écrire mon raisonnement quand j'ai fait dernièrement mes réflexions sur les placements sans risque, etc. Je trouve qu'écrire c'est vachement bien parce que 2 ans après, quand tu dis putain mais pourquoi j'ai fait ça, tu peux relire ce que tu avais écrit. Et là tu te dis ah mais en fait j'avais tort. Ou alors ah oui j'avais raison, j'avais oublié. Et donc en fait écrire c'est vachement bien et je trouve que le forum ça te force à écrire. Alors, pas vraiment pour une audience mais ça te force à faire des phrases en tout cas. Parce que les petites notes écrites au coin d'une table, 2 ans après tu les comprends plus. Donc je trouve que ça a cet intérêt-là. Voilà.
Alors au niveau des livres, ouais, j'ai plein de trucs. J'ai une page sur mon site, je l'ai pas mis à jour depuis longtemps, mais avec une liste de livres. Moi, dans qu'est-ce que je peux conseiller? Bon, c'est que des livres en anglais, je pense, parce que c'est comme ça. Il y a un livre qui s'appelle The Best and the Brightest, qui est un livre sur la guerre du Vietnam, qui a été écrit par le nom me reviendra, qui a été écrit en cours de la guerre du Vietnam sur comment l'administration américaine, donc l'administration Kennedy puis Johnson, prenait ses décisions. Et ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est que ça te montre comment pas beaucoup de gens en position managériale, en position décisionnelle, avec un excès de confiance en eux, ont fait des conneries monumentales. Et ça t'apporte un éclairage qui est hyper transférable sur tous les trucs dans la vie. Qu'en fait, pratiquement tous les gens que tu admires, quand tu penses que c'est des génies, des héros, des tout ce que tu veux, en fait, ils ont surtout un excès de confiance en eux qui fait que tu les perçois comme étant géniaux et qui sont capables de faire des conneries énormes et que des gens par exemple qui sont ingénieurs et qui euh, sont capables de prétendre en tout cas justifier leur raisonnement par des calculs objectifs, etc., sont capables de faire d'énormes conneries qui ont tué beaucoup de gens. Le secrétaire à la défense Robert McNamara était patron de Ford, il était ingénieur et c'est lui qui a introduit l'idée qu'on allait suivre le progrès de la guerre au Vietnam en comptant le nombre de morts. Bon, plus c'est mieux. Hein. Bon, faut qu'on m'explique un peu, mais bon. Et ce livre a l'intérêt d'être écrit de manière assez narrative, assez facile à lire, tout en t'apportant, je trouve, cet éclairage sur comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on prend mal les décisions, même au plus haut niveau du plus grand État dans le monde. Ça, c'est intéressant. En plus, bon, moi j'aime bien l'histoire, en particulier l'histoire militaire, donc tu apprends des choses. Ça m'a fait changer d'avis sur la guerre du Vietnam. Je me suis rendu compte que c'était une bonne chose que les États-Unis y aillent. C'est con qu'ils aient perdu, mais en fait c'était logique d'y aller. Tout comme c'était logique qu'ils aillent en Corée, mais ça personne n'en parle puisqu'ils ont gagné et que c'était bien. Donc la Corée on n'en parle pas. Par contre le Vietnam c'était mal, mais en fait c'était très bien qu'ils y soient. Donc, ça c'est après c'est mon avis. Donc j'ai trouvé ça intéressant pour ces deux éclairages-là. Je peux proposer le livre Bad Blood, qui est sorti récemment, qui est un livre sur Theranos, la société qui faisait du test sanguin, là, tu sais, en te perçant juste le doigt avec une goutte de sang, qui en fait était une fraude monumentale depuis le début. Donc Bad Blood, c'est très intéressant parce qu'en fait Theranos c'était structuré avec, c'était un truc digne d'un roman d'espionnage, quoi. Ils avaient la nana, elle avait des gardes du corps, elle avait tout ce que tu veux, alors qu'ils avaient aucun produit, ils avaient rien qui marchait. Euh, pareil, c'est très bien raconté et pour le coup, c'est documenté. Il y a vraiment l'enquête jusqu'à la chute du truc. Donc, je trouve que c'est intéressant. De la même façon, si tu veux, avec la même idée, comment tu trompes des gens puissants, comment est-ce que tu peux les mener à prendre des décisions complètement débiles et à ce qu'ils s'y accrochent encore pendant des années, quoi. Voilà. Bon, après, j'en ai plein d'autres. Éventuellement, j'en parlerai sur le forum, mais la liste serait longue. Tu lis que des trucs de non-fiction ou tu lis aussi Ouais, des pas de trucs de fiction. fiction? Ah, c'est ça. La vie est trop courte pour la fiction. C'est drôle. Mais c'est marrant parce que avant, je pensais comme toi et je lisais que des livres orientés développement personnel ou politique ou géopolitique, etc. Et c'est vers, je sais plus, l'âge de 36, 37 ans que je me suis dit, moi, finalement, j'en ai fait un peu le tour de tous ces livres-là. Puis finalement, Ouais, dans les livres de fiction, d'une part, déjà, il y a aussi des choses à apprendre parce que du coup, ça te permet de voir la vie d'une manière un peu différente. Donc, il y a quand même une forme d'apprentissage. Et puis finalement, tout à de fait. se dire, après tout n'est pas que apprendre et progression. Des fois, on a le droit simplement juste de se distraire en lisant Tout à des fait. bons livres. Tout à fait. Mais au Tout à début, fait. j'étais Non, comme toi. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Non, la fiction, je m'y suis pas mis. Enfin, je lisais de la science-fiction quand j'étais plus jeune, puis c'est vrai que après, par exemple, j'ai un copain qui m'a dit, moi, j'ai arrêté de regarder des séries parce qu'ils connaissent le truc pour t'y accrocher. Et en fait, c'est vrai, ils connaissent les recettes pour t'y accrocher. Puis c'est comme un casino. Mais en fait, ça appuie sur tes boutons mentaux, mais tu perds un temps fou. Donc, je regarde, mais en vitesse 2x avec les sous-titres parce qu'en vitesse 2x, même en français, tu comprends rien. Hein. Ma copine, elle me regarde avec les yeux écarquillés. Mais bon, tu te passes une saison complète en le quart du temps parce que tu passes les parties qui vont pas assez vite. Et en fait, tu te rends compte que tu condenses l'histoire en un rien de temps. Donc, finalement, autant lire un bouquin de fiction. Ok, Rémi, bah écoute, je te remercie pour ton temps. Et, Merci bien, avec plaisir. et voilà, et j'espère que ton interview suscitera de nouvelles personnes pour se faire interviewer. On n'a pas dit ton pseudo dans l'interview, mais je le dirai en message. Ouais, très bien, ça marche. Allez, Merci beaucoup. bonne journée à toi. Salut! Passez une bonne journée. Salut.